On connaît tous la légendaire Mado Lamotte. Aujourd'hui, on s'installe, on ouvre une bouteille de bulle et on rencontre l'homme derrière, le créateur de Mado Lamotte, ce personnage légendaire, Luc Provost, gars vraiment sympathique. On va mieux comprendre la bébite qu'est Mado Lamotte. Merci à notre commanditaire. C'est le Club Boomerang. C'est un site internet, boomerang.club. On passe par le Club Boomerang avant d'acheter chez nos marchands préférés. Comme par magie, tel un boomerang, une partie de votre argent revient, des remises en argent sonnant sur tous vos achats en ligne chez vos marchands préférés. Voilà, boomerang.club. Et c'est parti, on rencontre Mado. Non, rencontre Luc. Balado, épisode 95. Luc Provost. 3, 2, 1. Elle a dit à sa fille, elle dit, ton parrain, il fait de la drag queen. Elle a montré des photos, elle était toute jeune, elle avait 3 ans. Puis là, après ça, elle regardait des photos de Luc, Mado, puis elle disait, Huc, Mado. Elle était capable de faire la différence, elle jouait. Okay. Quand elle a vu Mado, elle a dit, Luc, c'est mon parrain, ça, c'est ma parraine. C'est Quand elle a vu Mado, fait qu'on a dit, je vais être une parraine, finalement. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Luc, salut! Allô, François? Content d'avoir fait ma tête de cochon et de t'avoir relancé après m'être fait dire non une couple de fois. Mais je comprends pas parce que c'est drôle quand tu m'as dit ça. J'ai dit, voyons, il me semble que je me rappelle pas de ça. C'est pas toi qui avais dit non. Ah, c'est mon agent. C'est ton firewall, ton agent. J'ai même pas d'agent en plus. Ben oui. Non, mais c'était avant puis on va commencer à jaser de ça. C'était avant que Jean-Philippe te contamine et t'amène à accepter d'être un humain et non qu'un personnage. C'est vrai, je pense que c'était avant la vraie nature. Moi, c'est ça, parce que j'avoue que c'est avant la vraie nature. J'étais un peu plus réservé sur protecteur de mon anonymat, puis je sais pas comment dire ça, mais je voulais pas. Je sais pas pourquoi. C'est niaiseux quand tu y penses, dans le fond. Là. Ça n'a pas changé grand-chose. Ben, en fait, ça a changé plein de choses. Ben, c'est ça l'affaire, oui. C'est ça qui est bizarre. Tu sais, je me dis, ça ne changera rien. Puis finalement, j'aurais dû le faire avant parce que ça a vraiment amené plein de... Fait que donc, Luc, alias Mado Lamotte. Mado Lamotte, que tout le monde a vu, ton personnage, c'est une icône. Une institution. Une institution. Oui, littéralement, c'est vrai. En plus, c'est une institution physique. Ben oui, parce que son cabaret, c'est pignon sur rue. Absolument. Le public apprend à découvrir le créateur de la bête. Tranquillement, pas vite, ouais. Son genre, avec la vraie nature, c'est ceux qui en ont vu pendant un petit bout, là. Depuis, on m'a pas vraiment revu. Je fais des chroniques de temps en temps. J'ai des interviews à la radio, mais tu sais, en live, là, en physique, là, non, c'est pas encore. Fait que t'as un corps, ça t'arrive de pas te maquiller, t'as de la barbe. C'est le fun. Quand tu fais de la radio, ben, des entrevues de podcast comme ça, tu dis, bon, je peux arriver tout croche, mais je suis pas capable d'être tout croche. Je pense que c'est une formation professionnelle, mais toujours bien mise. C'est dans ta vraie nature. Voilà, dans ma vraie nature, même plus jeune, j'ai toujours été un gars assez fancy. J'aimais bien. Le matin, je me fais des kits, mettons. OK. Oui, je fais encore ça. Je sors le matin, je sortais un Bermuda avec un T-shirt. Pas celui-là, parce que je m'en allais dans une entrevue radio. Ah oui, mais il faut être beau radio. Mais on me voit pas. Mais je me trouve quand même un T-shirt cool, au cas où. Parce qu'ils prennent des photos maintenant puis mettent ça sur les... Oui, puis il y a des caméras dans les studios de radio. Puis là, ils veulent mettre ça sur le Facebook, Internet, partout. Pour dire, j'ai reçu dans mon studio. Je comprends. Hey, cheers! Bienvenue chez nous. Ben oui, je me disais, c'est quoi les bulles? C'est quoi les bulles? Des bulles! Simplement, cette année, on boit du but. Du but. Ben oui. Comme des Québécois qui font des bulles. Je connais bien but. Donc, il y a toute la période où t'es Mado, puis on parlera plus tard de la genèse, comment il est venu au monde, où tu caches Luc. D'autres personnes comme moi te demandent Luc en entrevue. Toi ou ton entourage dit, tu sais, Luc, il sort pas, c'est le créateur de Mado, c'est Mado, nanana. Puis moi, mon balado, c'est comprendre l'humain, puis je fais faire le test psychométrique de la personnalité de l'humain. Je veux pas voir la personnalité d'un personnage, il n'existe pas. Fait qu'on fait, regarde, on le fera pas, le balado, que veux-tu? Et à un moment donné, Jean-Philippe réussit à te convaincre, à t'amener à la vraie nature. Lui aussi, ça lui a pris 3 shots. Ben ça, j'allais dire, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas, je pense que c'était le timing, parce que la première année, j'ai dit non tout de suite. La deuxième année, j'ai dit, je pense que ça donnait pas. Puis j'étais pas sûr, je commençais à y penser. Puis la troisième année, ben, j'ai regardé des extraits, parce que j'avais jamais vu l'émission. OK. Puis moi, je voulais faire un coming out de Luc, quelque chose de respectueux, je voulais quelque chose de
sais, pas juste une entrevue de 10 minutes, puis après ça, pour me voir là. Parce que c'est ça qu'on m'offrait d'abord au début. Montre ta face. C'est sûr qu'ils voulaient voir ma face, parce qu'on m'offrait des entrevues de 10 minutes. Je disais, écoutez, vous voulez que je parle d'une carrière, d'un personnage qui existe comme une entité en 10 minutes? C'est impossible. J'ai dit, il faut que je me confie pendant Puis t'es un monument au Québec, là. Tu sais, c'est pas rien, là. C'est parce que Mado, tu sais, tantôt, tu disais, le gars qui se cache derrière, mais il n'y a personne qui se cache derrière Mado. Mado, elle existait pour tout le monde, me disait, Mado, pour nous autres, elle existe. On ne sait pas qu'il y a quelqu'un derrière, on ne veut pas le savoir parce que c'est ma tante, c'est notre chambre de fille, c'est notre voisine, c'est notre coiffeuse. C'est comme Bobinette. Bobinette existait. C'est Bobinette, il y avait une main dans Bobinette, mais c'est non, pas la main. Il n'y avait pas de main dans Bobinette. Non, c'est ça. On voulait pas ça. C'est ça, on ne voulait pas savoir. Ouais. C'est ça, en fait. C'est comme un personnage qui faisait partie de notre quotidien, de notre environnement culturel. Et voilà, à un moment donné, j'ai fait bon. En fait, ce qui est arrivé, c'est surtout parce que on me demandait souvent des entrevues au naturel, mais pas pour les bonnes raisons, je trouvais. OK. C'était genre, comme je te disais, soit pour flasher. Avoir le scoop de ta face. Genre dire, hey, on est les premiers qui ont vu le Kanga. Ouais. Parce que le nombre de fois que j'étais sur ta terrasse ou au cabaret, puis des gens disaient, ben toi, tu sais c'est qui, là? Montre-moi les mecs qui rentrent. Là, il y a toujours une curiosité de voir la face. On pointe du doigt dans la rue, c'est lui le gars qui fait Mado. Dans le temps, dans le village, j'étais sûr, tous les gars me connaissaient, mais en même temps, quand je sortais du village, c'était correct. Je voulais préserver mon anonymat aussi. J'ai toujours aimé être... Moi, j'étais un Montréalais. Je suis pas juste un Montréalais. La vie est belle, comme tu dis. Ben moi, j'en profite beaucoup. Fait que, tu sais, je suis genre à aller faire mon épicerie au marché Jean Talon, où je vais aller d'un bout à l'autre de la ville. Je pars en vélo sur le canal de la Chine. Je prends le métro, je prends l'autobus. Je suis dans le transport. Tu sais, je veux dire, je côtoie plein de monde sur la rue. J'avais pas envie de devenir comme... Non, mais toi, t'as eu toute ta vie. T'as eu le meilleur des deux mondes. Grosse vedette, totalement anonyme. Parfait. C'est génial. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, c'était ça. Uh-huh. Puis encore aujourd'hui, je suis assez surpris parce que les gens me reconnaissent pas. Puis s'ils me reconnaissent, ils sont assez respectueux en général. Peut-être parce qu'ils ont peur de se faire bitcher. Mais encore là, tu sais, moi, je suis tellement pas bitch. Puis c'est drôle parce qu'il y en a des fois qui s'essayent, tu sais. Hey, c'est Mado! Dis-moi une niaiserie. Moi, ça, dis-moi une niaiserie. Mais non, Mado dit pas des niaiseries. Puis je bitch pas comme ça sur commande. Mm-hmm. Puis d'autres fois, c'est super sympathique, c'est des beaux messages d'amour, puis c'est correct, ça fait toujours plaisir. Mais je pense que le fait que j'ai fait mon coming out a amené quelque chose de peu plus sérieux au personnage. C'est devenu comme plus un personnage maintenant, respecté. Les gens ont compris la démarche. Ouais, puis c'est comme si on disait, OK, c'est un vrai acteur. Tu sais, à un moment donné, André Robitaille, pendant la vraie nature, Jean-Philippe me demandait, t'aimerais-tu ça faire du théâtre, t'aimerais-tu ça faire d'autres choses? Je dis oui, j'aimerais ça, puis je parlais, puis tout à coup, Robitaille me regarde, il fait « Ça, c'est un acteur! » Bon, il y avait une coupe de verre de vin dans le nez, là. Tu sais, c'est André Robitaille. Oh, oui, absolument. Oui, clairement, oui. Fait que, tu sais, quand même, ça m'est resté dans le sens que, ben, tu sais, oui, ça prend un talent d'acteur pour jouer Mado. Oui. Je pouvais pas être n'importe... C'est souvent ça qu'on pensait de moi. J'avais pas le goût d'aller m'expliquer. Parce qu'on disait toujours, c'est facile faire Mado, le drag queen, c'est n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Puis ton personnage de Mado a crié sur tous les toits depuis 1000 ans que est rien qu'un clown. Oui, oui. mais c'est elle qui s'auto... Oui, ben, c'était un peu de ma faute, parce que ce que je voulais faire en disant ça, c'était je voulais faire la différence entre Mado et les drag queens. Oui. Pas parce que je veux renier les drag queens, je suis à la base une drag queen, mais il y a tellement de catégories dans la drag queen que je voulais pas être comparé à les drag queens qui sortent de RuPaul Drag Race, puis ces perfectionnistes-là, puis ces belles pitounes-là. Il y en a qu'on appelle des personnificateurs féminins. C'est ça, moi, je suis pas ça. Je suis pas bon là-dedans. Mado, elle a de la misère à marcher en talons hauts. Ça fait 35 ans qu'elle essaye, puis elle l'a pas encore. Ça fait partie du charme. Oui, mais je pense... Mais le pire, c'est que je suis pas capable. Je suis toujours pas capable. Je suis un canard, moi. Je marche tout croche, même en souliers plats. Fait que, tu sais, c'est surtout ça, quand je disais j'étais un clown parce que j'étais tanné de me faire présenter comme le travesti Mado. Mm-hmm. Les premières fois que je faisais de la télé, c'était toujours ça. Alors, on a reçu le travesti Mado avant que le mot drag queen apparaisse. Puis moi, je disais non, j'étais un personnage, j'étais un clown. Puis c'est pour ça que là, aujourd'hui, je n'aime plus dire le mot clown parce que on dirait que c'est péjoratif. Les gens pensent tout de suite, c'est n'importe quoi. Pourtant, un clown, il y a beaucoup de travail dans le clown. Là. Ah oui, c'est un personnage qui se déguise, qui se maquille. Puis parfois, qu'il y a des textes à apprendre ou qui divertit un public avec un grand talent. Là. Tu peux pas juste te mettre un nez rouge puis dire, on va faire le clown. Non, clairement. Pas de même, ça marche. Comme tu peux pas juste te mettre une wig puis du make-up puis dire, je suis une drag. Tu peux pas débarquer en talons hauts sur un stage avec une perruque et dire, moi, je suis la meilleure. Mais non, c'est pas ça, là. Il y en a qui sont super bons en talons hauts puis ils font des belles filles puis ils marchent bien puis ils dansent bien puis ils sont hot. Mais à un moment donné, quand ils ouvrent la bouche, c'est nul. Moi, c'est quand je ferme la bouche que c'est nul.
N'importe quoi. Donc, tu vas à la vraie nature. Et j'ai clairement le sentiment, je fais juste te voir à la distance, que il y a un avant puis il y a un après, là. Ce show-là. Je pense que oui, parce que depuis ce show-là, on me demande plus de me voir encore. On t'a vu, c'est fait. Been there, done that. Fait. Puis surtout, c'est comme c'est comme si c'était devenu... J'étais devenu officiel tout à coup. Tu sais, c'est que, OK, là, c'est une vraie job, c'est un vrai gars, c'est un vrai acteur qui joue un rôle qui s'appelle Mado. Fait que Mado, c'est plus finalement notre voisine. Ça l'est encore pour bien du monde. Le personnage reste comme bien ancré dans la culture québécoise. Il est toujours... Puis il faut. Je pense pas qu'il va disparaître du jour au lendemain. Il pourra jamais disparaître du jour au lendemain. Même si j'arrête, il va être encore là. Ah non, mais il va te survivre. Oui, c'est sûr. De toute façon, elle a une statue de cire quelque part. Là. Fait qu'elle est correcte, Mado. Moi, je peux mourir 15 fois, puis elle va rester jeune, éternelle. Tant qu'on la fond pas. Non, mais là, je sais même pas où. On m'a dit qu'elle était au Musée de la civilisation de Québec. Il avait comme racheté, quand le musée Grévin fermé, il a racheté une couple de statues de vedettes québécoises. J'ai dit le mot vedette. Non, mais quand même, ils ont quand même fait ta statue, c'est ben pas oui. bien, là. Le pire, c'est que c'est drôle parce que la semaine passée, je faisais le bien cuit de Guylaine Tremblay à Québec. Mado faisait le bien cuit, puis à un moment donné, j'ai dit, en joke, c'est drôle, toi, tu as eu ta statue, toi aussi, comme moi, au musée Grévin. J'ai dit, mais moi, elle était là dès l'ouverture. J'ai dit, toi, c'est à un moment donné, ils l'ont mis, puis le musée a fermé quelques mois après. C'est excellent. C'est très drôle, tu sais, mais parce que même moi, écoute, Michel Richard n'avait pas sa statue de ça. J'ai dit à Décoire, j'ai dit, voyons donc. Ils ont voulu un représentant d'un peu toutes les catégories, des chanteuses, des acteurs. Puis j'ai dit, Ben oui, diva, c'est une catégorie. j'ai dit, voyons, tu sais, on est les deux drag queens les plus populaires du Québec. À l'époque, Michel était tellement excentrique. Oui. Encore aujourd'hui, elle ne gêne pas. Tu sais, les épaules padaient, elle n'a pas eu peur de ça, puis la paillette non plus. Ah non, clairement. Les cheveux crêpés. J'adore Michel Richard, là, c'est pas... Non, je sais, je l'ai reçu. Michel s'est assis ici, puis pour première gorgée, bon, il est trop chaud. Non, ça marche pas, puis elle a tout refait le setup. Puis, ça m'étonne pas. Combien ça paye? Ça paye pas, ben, je vais pas boire. Donne-moi le double. C'est ça. Elle, c'est toujours double cachet. Fait que c'est double zéro quand tu payes pas. Ben, si tu as donné du champagne, elle va être contente. Qu'est-ce qui a changé? Tu disais que là, on a arrêté de te demander de te voir la face en gars parce que ça, c'était fait. Fait qu'on sait qu'on a quoi? On a commencé à réellement s'intéresser à Luc? Pas tant que ça, non. OK. En fait, on a commencé à s'intéresser peut-être au métier de drag queen en général. Faut dire que c'est dans l'air du temps aussi. Oui, c'est ça aussi. Je pense qu'on a commencé à comprendre c'est quoi... Parce que j'ai expliqué un peu, pas beaucoup, mais... Parce que là, quand je suis en Mado, pour me poser des questions, je répondais en Mado. C'est vrai. Si on me disait combien de temps ça te prend de te maquiller, je disais, c'est pas important, ça. Je veux pas parler de ça. Ou bien c'est quoi que tes parents ont dit la première fois. Mes parents, j'ai pas de parents, Mado avait pas de parents. Fait que les chroniqueurs... Ta mère est italienne? Ma vraie mère est italienne. Ma mère, elle a 97 ans, puis elle toffe, la madame. C'est une sainte. Pauline, là, c'est quelque chose. Les gens qui rencontrent ma mère pour la première fois, ils tombent en amour instantanément. Puis même moi, des fois, j'ai dit, c'est ma plus grande inspiration. J'ai dit, elle, la vie est plus que belle. Elle est extraordinaire. Puis elle me... Fait que ça veut dire que comme t'as ça comme gêne, on va avoir Mado longtemps, là. Ben c'est ça. Puis moi, de toute façon, c'est sûr, certain, puis j'aime la vie, puis j'aime le monde. Il faut que t'aimes le monde pour faire ce métier-là. Tu peux pas dire, moi, je suis un solitaire. Oui, je suis un solitaire. Je suis capable d'être un solitaire, mais tu peux pas être un antisocial puis dire, je vais faire drag queen, je vais faire de la scène, tout court. Parce que une grosse partie de la job de drag, c'est d'être animateur dans un bar. Fait que le beat de bar, c'est quelque chose, là, l'échange d'interaction avec les gens. C'est d'endurer les bachelorette parties. C'est d'endurer les gossous qui veulent monter sur la scène pendant une performance. C'est ma fête. C'est ma fête. Ou bien c'est genre, je me marie. M'en fous que tu te maries. Moi, je te connais pas. C'est aussi essayer de faire triper un public, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Des fois, tu dis, oh, ce public-là, il est pas mal plus tough à soir. Ouais. Fait que là, je descendais là, je dis au drag queen, je dis, bon, les filles, la soir, ça va être un petit peu plus tough. Laissez-moi faire. Vous les réchauffer. Mettez-en, il n'y a pas peur d'en mettre, mais je vais m'arranger. Puis là, je sais un peu c'est quoi le genre de monde, puis quel genre d'humour on peut faire ce soir. Puis avec Nana, on se parle un peu, c'est ma co-animatrice. Puis là, finalement, on réussit. Quand on réussit, on fait yes. Puis des fois, ça marche moins. Tu dis, ouais, la soirée est un petit peu plus plate, le public. C'est pour ça que je commence mes shows en disant, il n'y a pas de mauvais show ici, il y a juste des mauvais publics. Puis tu le penses en leur disant. Oui, puis là, je leur dis, mais ce soir, vous ne serez pas mauvais. Depuis que je fais ça, ça marche. On dirait qu'ils se sentent responsables. Ils veulent pas être un mauvais public. Parce qu'ils veulent pas être cotés comme un mauvais public dans le livre à Mado, là, tu sais. Puis ils ont peur que Mado, avec sa grande franchise, dise, coudonc, vous êtes
Parce qu'il pense que Mado Mais pourrait en aller fait, là. ça, je le fais pas parce que même si Mado a une moins grande franchise qu'autrefois, je me suis tourné à la langue une couple de T'as fois. sablé les coins. Mais oui, parce qu'à un moment donné, je me disais, je suis pas là pour engueuler le public, je suis pas là pour les insulter. Puis il y a des drag queens qui font ça. Puis je dis, faites pas ça parce que ils comprennent pas toujours. Faut t'y prendre par la main parfois pour leur expliquer ce qu'on fait, même s'il y en a partout. Des fois, ils jugent sans vouloir juger ou ils ont les bras croisés, ils comprennent pas, ils étudient. Des fois, ils te regardent, puis tu penses qu'ils s'ennuient, puis ils ont les bras croisés, puis ils ont pas ri, puis à la fin du show, ils viennent te voir et disent, quelle belle soirée, merci. Puis là, tu fais, oh mon Dieu. OK. Dis-la à ta face. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, je réalise que elle t'observe, la madame, puis elle check tout, puis elle fait wow dans sa tête. Puis elle oublie de rire, elle oublie d'en profiter parce qu'elle est omnibulée, elle est fascinée par ce qu'elle voit, tu sais. Il y a ça aussi dans nos spectacles. Quand c'est la première fois que tu vois quelque chose, il y en a, c'est comme des enfants. Ils ont les yeux tout grands ouverts, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis tout de suite, ils embarquent dans le show. Mais je comprends quelqu'un qui va pour la première fois sur drag. Écoute, il y a trop d'informations, là. Ben, vous êtes des méchantes bébites à patates, pas deux pareils. Oui, c'est ça. Puis là, toutes les questions qui viennent avec. En même temps, le show est bon. T'embarques là-dedans. Fait que oui, je peux comprendre du monde de geler comme un chevreuil. Il y a du monde qui comprennent pas ce qu'ils voient. Ils disent, voyons, c'est pas un gars, ça. Elle est ben trop belle, ça n'a pas de bon sens. Oui. Puis d'autres fois, ils disent, mais ça, c'est une fille, ça, qu'est-ce qu'elle fait là? Hein? Oui, c'est ça, parce que maintenant, il y a des filles qui font de la drague. Qui font de la drague, il y a des filles qui font du drag king, ça, c'est plus simple à comprendre parce qu'ils sont déguisés en gars. Oui, mais il y a des filles qui se déguisent en filles. Ou qui se déguisent en personnages. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Il ne faut plus dire en fille parce qu'on ne s'est jamais déguisé en fille, Non, sauf c'est les ça. personnificateurs féminins. Ouais. Eux, c'est leur spécialité. Si Michel Dorion fait Céline, il ressemble à Céline. Si Jimmy Moore fait Madonna, il ressemble à Madonna. Jusqu'au bout des ongles. Clairement. Ils ont la même couleur de cutex qu'elle a porté dans ce show-là en 1988. Oui, monsieur. La même plume à la même place. Oui, oui. Puis tu sais, le soulier qui ne fitait pas avec le kit, ils le mettent parce que c'est ce soulier-là qu'elle avait. Tu sais, je me dis, ça, c'est du perfectionnisme. C'est un peu ce que Gilda faisait à l'époque. Tu sais, les gens me disent, t'as-tu des atomes crochets, Gilda? Pas en tout, parce que lui, c'était un perfectionniste. C'est un imitateur. Je dirais plus c'est des imitateurs. Tu sais, eux autres, en France, ils disent des transformistes. Ah, ben ouais. Transformer, c'est bon. Mais ça n'a rien à voir Ça avec trans, fit comme là. mot. Non, Je trouve ça beau. Comme ça, transformer. C'est ça. Fait que Gilda se présentait comme un transformiste. Puis j'en ai encore attendu quand je suis allé faire des spectacles en France. Des fois, les drag queens venaient me voir et me disaient, ah, tu fais du transformisme comme moi. Je fais, non, je fais de la drag queen. Mais là, tout à coup, eux, le mot est arrivé en France. Là, maintenant, ils disent tout drag queen. Ouais. Tu sais, moi, j'aime quand la vie fait des cercles, des 360 degrés, tout est dans tout. Je veux que tu me parles de la naissance de Mado. Il y a clairement du Michel Tremblay là-dedans, dans les chroniques du plateau Mont-Royal. Mado n'est pas venu au monde seul, il est venu au monde avec des sœurs. Ça pue les romans de Tremblay, là, comme genèse de la patente. Là. Mais c'est sûr que quand j'étais jeune, j'ai fait des cours de théâtre, puis j'étais fasciné par Tremblay. C'est un vrai comédien, là. T'es oui, école à l'UQAM, là. J'étais allé à l'UQAM, j'ai fait même au cégep, j'ai fait l'option théâtre. Au Collège Notre-Dame, j'étais toujours dans les pièces de théâtre, puis on lisait Molière. Puis c'était mes deux idoles, Molière et Michel Tremblay. Ben, c'est quand même, il y a bien de la folle dans Molière. Oui, les femmes aussi, savantes, oui, clairement. les précieuses ridicules, c'est extraordinaire. Ouais. Ça, je veux jouer ça. Je rêve avant de mourir de jouer ça. la commande est passée. Oui, en Mado. Parce que là, c'est précieux. Ou Luc qui va devenir une précieuse ridicule ou une femme savante, mais tu sais, je vais m'inspirer de Mado parce qu'il y a de ça dans Mado. Ouais. Il y a l'espèce de côté farfelu de cette époque-là, de ce théâtre-là qui était comme complètement moqueur. C'est un théâtre de parodie qui faisait Molière. Il se moquait de la haute société, il se moquait des rois, des reines, il se moquait de tout ça. Puis Tremblay, ben lui, il se moquait pas. C'était comme un hommage à cette époque-là, à ces gens-là. Ah oui, t'es respectueux. Très respectueux. Possible, mais là. par contre, quand il est rentré dans les Hosanna puis dans ces personnages de travestis qu'il a fait, là, il s'en permettait plus. Là, il allait dans la bitch, elle allait par l'autre. Mais c'était aussi très miroir de la réalité. Tout le côté triste, ringside, la vedette, elle est rendue la reine, je suis plus la reine, je suis la reine déchue. Puis en même temps, c'était pas comme... Tu sais, les gens me demandent est-ce que ça ressemble au milieu aujourd'hui. Je dis non, parce que, tu sais, nous autres, on devient vite des vedettes, des stars. En fait, on est déjà plus respectés qu'à l'époque. À l'époque, les travestis, ils étaient pris pour des moins que rien. Puis ils devenaient comme... Ils jouaient toute la journée. Même s'ils n'étaient pas en costume, ils étaient folles finis dans plein milieu d'après-midi. Très maniérés. Puis, tu sais, dans le théâtre de Tremblay, je te parle. Oui. Fait que, tu sais, ben... C'est sûr que quand j'ai créé Mado, je lisais ces trucs-là, puis j'allais plus vers les belles-sœurs que vers toutes les chroniques du plateau Mont-Royal, plus que vers les pièces de théâtre de travestis de grandes folles.
Je m'identifiais pas à ça. Mado était déjà plus vieille que ces personnages-là, déjà. Puis Mado, est-ce que Mado est né pour être la cigarette girl dans les bars ou c'est né dans un projet d'école ou comment il est venu au monde? Elle est née dans un projet qui n'était pas un projet. C'était un hasard parce que j'étais mon meilleur ami Olivier, avec qui je suis toujours ami après 45 ans plus tard. On était allé dans une soirée qui s'appelait les femmes, le Business Women Convention. C'était en anglais parce que ça venait de Toronto, cette soirée-là. Oui. Puis il la faisait dans un bar qui s'appelait le Poodle sur la rue Saint-Laurent, au coin des Pins. Là, il y a les 4 frères en bas à ce moment-là, une épicerie, puis c'était au-dessus de tout ça. Puis c'était un petit bar, grand comme une salle de bain. Là. C'était tout petit. Okay. Puis c'était bien trash. C'est comme, ce que j'aimais à l'époque, il n'y avait pas de bar gay. Il y avait des bars gays, mais on me fait sortir dans d'autres bars sans dire. On est obligé de s'expliquer c'est quoi ma sexualité, puis whatever. C'est une gang de monde qui sortait pour avoir du fun. Sur la rue Saint-Laurent particulièrement. Il y avait une couple de safe space de même. C'est un peu comme le Lézard, pour ceux qui se rappellent de cette époque-là. Tu sais, c'est comme un melting pot de toutes sortes d'affaires. Puis c'était le fun. Parce le beat, plein de monde bizarre. Oui, en fait, on était là pour avoir du fun. On se déguisait, puis c'était le fun de sortir déguisé. C'est les années David Bowie, de toute façon. Fait que personne te jugeait, personne ne disait qu'est-ce qu'il fait habillé de même, lui, parce que tout le monde était habillé de même. Tous les gars avaient les cheveux monts avec du maquillage d'en face, de toute façon. On avait des colliers de perles, puis on n'était pas gays. Exactement. Tout était comme ça. Puis, on était là cette soirée-là, puis on a joué le jeu à fond. Moi, j'étais déguisé en secrétaire, puis lui, il était déguisé en ma patronne. Fait que toute la soirée, je suis avec un petit calepin, puis je prenais des notes. Puis quand le monde l'approchait, je disais « Excusez, il faut que je demande madame, je me rappelle plus c'était quoi le nom de mon ami. Puis là, il voudrait vous parler. Puis là, j'allais au bar, elle va prendre un vodka. C'est bon. Puis là, elle me dit, le monde, ils ont tellement trouvé ça drôle. Le patron du bar est venu nous voir, il a dit « Vous deux, vous êtes complètement cinglés. Ça vous tenterait de faire un show ici? » Faire un show. J'étudiais en théâtre à l'UQAM à ce moment-là. C'était pour faire un show, ben oui. Déjà, il y avait des danseurs sur des cubes. J'avais déjà fait 2-3 soirées avec Olivier, puis il y a un autre personnage qui s'appelait Madame Simone à l'époque, puis qui dansait sur les cubes. C'était pas obligé d'en drague, tu pouvais te déguiser comme tu voulais. Nous autres, on se mettait des canards en plastique sur la tête, puis des brassières faites avec des Cheerios. C'est pour créer l'ambiance dans la place. C'est ça, tu sais. Fait que finalement, OK, on va essayer. C'est quoi vous voulez? Ben, faites du lip-sync, faites des chansons, vous jasez avec le monde, montez-vous un petit show. OK, on va se monter un petit show. Fait qu'il faut monter un petit show avec des chansons qu'on aime en lip-sync, trouver un nom de personnage, trouver un thème. Fait qu'on, notre thème, c'était le Noël en juillet des Sœurs Lamotte, parce que c'était au mois de juillet que ça se passait. Fait qu'on disait, on va faire des tunes de Noël, ça va être drôle. Puis après ça, les Sœurs Lamotte, on a trouvé ça après quelques recherches. On voulait s'appeler les Vulva Queen. Puis on s'est dit, bon, pourquoi en anglais d'abord? Puis il y en a qui nous ont dit, ben écoute, si tu t'appelles les Vulva Queen, tu sais, c'est comme les sœurs vagins, là, ça marche pas. Les féministes vont clairement au rideau. Là. Ouais. Puis on a compris, on a dit, mais ça n'a pas d'allure. On s'est dit, on va se trouver un nom de famille qui est peut-être à double sang. Ah oui, Lamotte. Ah, je viens de la pogner. Fait que là, nous autres, on se trouvait drôle parce qu'on l'écrivait L majuscule A. Après toutes ces années-là, je n'avais jamais pensé. M majuscule O-T-T-E. Ben Personne n'a jamais compris. Tout le monde écrivait les ça à la mode THF. Je disais, non, c'est fait que t'es Mado Latouffe, c'est ça ton nom. On disait, en anglais, je disais à Mado Lamotte, Mado de Snatch. C'est très drôle. Oui. Puis là, finalement, les prénoms, Mado et Nicole, ben, c'était dans une publicité de Weight Watcher qu'on a vue à la télé. Puis moi, j'imitais l'animatrice Madeleine H, qu'elle s'appelait. Puis elle avait une espèce de petite voix de Nick Epic, là, une voix vraiment aiguë. Là, j'ai plus mes falsettos à mon âge, c'est fini. Là. Puis je l'imitais bien, fait que je dis, on m'appelait Madeleine. Puis là, il y avait dans la télé-réalité, c'était comme pas une télé-réalité, c'était comme une infopub. Ouais. Puis t'en avais une qui s'appelait Nicole, puis qui pleurait tout le long parce qu'elle ne pouvait pas résister quand elle voyait un morceau de gâteau au chocolat. Puis là, l'infopub, c'était pour maigrir. C'était Weight Watch. Ouais. Fait que là, tout le monde disait, bon, la Madeleine, elle disait, bon, on va tout le monde ensemble, mais on répète après moi, Nicole, on t'aime. Puis Olivier, c'était quelqu'un il y a trop d'éléments parfaits là-dedans. Puis ce qui était très drôle, c'est qu'Olivier, c'est quelqu'un qui se plaignait tout le temps. Il a toujours aimé se plaindre. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, souvent on disait, Olivier, ben oui, pauvre toi, pauvre Olivier, tout le monde, pauvre Olivier. Fait que là, c'est devenu maintenant, Nicole, on n'arrêtait pas de le niaiser avec ça. Fait que là, c'est resté. Puis là, finalement, Nicole et Mado Lamotte, c'était devenu un duo pendant les 10 premières années de notre carrière, jusqu'à temps qu'Olivier fasse autre chose. Là, il est devenu sommelier. Puis moi, je suis resté drag queen. Puis là, j'en ai fait. C'est là, quand j'ai eu ma carrière solo, que je suis parti vraiment en fou là, sur une trottinette électrique. Ah ben clairement, là. Fait que là, ça commence juste dans un petit projet c'est vraiment, dans un bar. Puis après ce show-là, le monde a tellement eu de fun, le patron dit « Je vous rebook une deuxième fois ». Puis au mois de novembre, on a fait les Veuves Joyeuses. On s'était inventé une histoire qu'on avait perdu nos maris. On était heureuses de les avoir perdus. On les avait fait tuer dans un accident de chasse. Écoute, une affaire de fou. Aujourd'hui, tu dirais ça, le monde dirait « Mais vous êtes sadique, ça n'a pas de bon sens. » Mais non, c'était l'époque. On avait le droit de dire ce qu'on voulait puis de faire ce qu'on voulait. Puis c'était comme, tout était politiquement correct puis c'était correct, t'sais. Fait que finalement, après ce show-là, ben, le Poodle a fermé.
Puis là, je me suis fait approcher par le Lézard, qui est un autre bar qui commençait à être pas mal hot sur la rue Saint-Denis. Puis là, ils m'ont proposé d'être cigarette girl et de faire des spectacles en parallèle le mardi soir. Parce que le mardi, c'était comme leur soirée gay, ça s'appelait les mardis interdits. C'était pas gay, mais c'est genre la soirée où c'était plus ouvert mettons. Ouais. Voilà. Puis c'est là que j'ai vraiment fait mes classes avec Jean-Denis Lapointe, le directeur artistique de la boîte. Il m'a fait découvrir plein de musique, le fun. On a des costumes tripants. On s'est mis à triper années 60 au bout, là, avec lui. Puis tu sais, puis c'est cool parce que j'ai vraiment appris de lui, puis du on the spot, là. C'est des shows d'impro, il fallait que je sois bon en impro parce que j'avais pas de texte, là, tu sais. Il me garochait sur la scène avec un thème. Cette semaine, c'est une épluchette de blé d'hawaïenne. Ah! Voyons, ça va pas ensemble, ça, qu'est-ce qu'on fait? On se déguise. Okay. Moi puis Olivier, on partait chez Dollarama. Existait-tu à l'époque? Peut-être même pas. C'était chez Rossi. Genre Rossi, ou bien genre, on se ramassait au village des Valeurs, qui existait peut-être pas non plus, je sais pas trop. La Plaza Saint-Hubert. Saint-Vincent-de-Paul, mettons. Puis là, on s'était trouvé des jupes hawaïennes en paille, avec des brassières qu'on avait collé des fruits dessus. Puis là, après ça, on s'était mis à chanter des tunes de dépluchettes de blé d'Inde en lip-sync, puis moi j'animais, puis on a fait un concours de... En tout cas, c'était n'importe quoi. N'importe quoi, mais la sauce a mais pris. ça marchait parce que justement c'était n'importe quoi, puis le public tripait parce que c'était pas... personne ne se prenait au sérieux, puis tout était permis. Tu sais, tu peux faire n'importe quoi sur scène. C'est les années où tout le monde se permet tout, c'est-à-dire quelqu'un pouvait, avec les cheveux longs, prendre un clipper puis se raser la moitié de la tête, puis dire ça, c'est ma nouvelle coupe de cheveux. Ouais. C'était ces années-là. C'est ça. Fait que oui, c'est normal que les shows soient aussi du n'importe quoi. C'était comme des années d'expérimentation complètement délirantes. Tu sais, moi, je pouvais faire une tune de Rosita Salvador, puis après ça, t'avais quelqu'un qui embarquait avec une tune de Nina Hagen. Dans le même show, back-to-back. Puis le public, il tripait sur les deux tunes. On faisait des concours, genre l'Empire des pires stars. Mais la gagnante, c'était la pire, la plus mauvaise. Fait que le public votait pour la plus mauvaise. Fait que les drag queens étaient au courant. Si t'es pas bien bonne, c'est pas grave, là, tu pourrais gagner. Clairement. Puis des fois, c'était toujours la même qui participait. J'arrête de participer, tu vas gagner. Mais depuis le jour 1, le kitten et le kitsch sont précieux dans la soupe que tu produis régulièrement. Mais il l'était, en tout cas. Là, de moins en moins, parce que Mado, c'est une grande diva. Ouais. J'ai un couturier, j'avais pas ça à l'époque. L'avant, j'ai dévalisé toutes les boutiques de seconde main. Mais t'as beaucoup de tes succès qui sont liés au kitsch. Oui. Le bingo Amado, moi, je me rappelle, à l'époque du Sky, les soirs où il y avait La Petite Vie qui jouait. On était déguisés en au climax de La Petite Vie, que La Petite Vie faisait 4 millions de codes d'écoute. En plein soir de semaine, il y avait un line-up pour rentrer dans le bar. Vous refusiez du monde à la porte. Ouais. C'était Moi, j'ai jamais revu de délire de même dans des bars. J'ai pas revu ça depuis... On cherche encore. Puis ce que vous faisiez, vous étiez déguisé en papa puis maman avec des costumes cheap, on se dit vrai. C'était pas des boutiques, c'était des costumes qui étaient un peu kitsch comme eux sont kitsch à la TV, c'est ça? À faire tirer des albums de Nathalie Simard puis des jardinières c'est ça. Écoute, j'avais tellement de plaisir. À chaque semaine, je débarquais au Village Valeur, à Saint-Vincent-de-Paul, j'ai faisais tout. Puis là, j'arrivais, puis j'ai dit, hey, la gang, vous allez voir ce que j'ai trouvé cette semaine, je vous le dis pas, c'est extraordinaire. Des belles laideries. Des laideries, j'en ai. Puis là, maintenant, des fois, j'y vais, puis je regarde. J'ai quasiment envie de les acheter, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, dans mon environnement, j'en veux pas, mais des fois, je me dis, juste pour le fun. Je me dis, non, t'as assez de cochonneries à la maison, là. De toute façon, on dirait que ces laideries-là, les gens s'en départissent plus parce que c'est devenu hot, le lait. Oui, non, ben là, présentement, là, une jardinière en macramé, là, tu vas vendre ça 20 000 sur Etsy. Là. Ben, de toute façon, ils en vendent, je pense, neuve maintenant dans les magasins d'artisanat, puis le monde triple là-dessus. Là. Moi, chez Winners, il y en a. Oui, je suis sûr. C'est clair, non, il y en a. J'étais là il y a 2 jours. Bon, il y a des jardiniers en macramé. Ça m'étonne pas. Vraiment. Fait que, je parlais de Michel Tremblay, c'est que là, tu as commencé un peu inspiré par cet univers-là. Michel Tremblay, que tu as eu l'occasion de côtoyer à l'occasion dans ta vie, puis là, au moment où le balado est diffusé, t'as déjà cassé la glace puis t'es sur une scène et je suis super bon. Ben c'est sûr que t'es bon. Non, ben je veux dire... je fais de l'extrapolation, mais c'est sûr. C'est sûr que tu vas être bon. Je pense bien. Parce que, écoute, c'est nouveau pour moi de faire du théâtre en garçon. En homme, je dis encore garçon rendu à 57 ans. On a des enfants jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça, moi aussi. Donc, après La Vraie Nature, c'est là qu'est arrivée l'offre? Ben, c'est parce que tu as dit à TV, je vais faire du théâtre. Non, c'est pas tout de suite après, c'est après 1 an. Puis je pense que c'est même pas à cause de ça, parce que le sujet se prêtait à ça. J'en parlais avec un journaliste ce matin, puis il me disait,
penses-tu que c'est à cause de la vraie nature, justement? J'ai fait, pense pas, parce que quand j'ai parlé avec le metteur en scène, il me dit, c'est Maxime Robin, puis le directeur artistique du Trident, Olivier Artaud, quand ils ont décidé qu'ils montaient cette pièce-là, rendu au rôle de Hosanna, 75 ans, ils ont dit, toutes les deux ont dit, hey, ça serait-tu hot que Mado accepte de jouer ça? Ils n'ont pas parlé de Luc Provost. Ils ont dit, ça serait-tu hot que Mado accepte avec tout le bagage? Parce que ce personnage-là, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, c'est un personnage, c'est un vieux travesti. Ben, en fait, oui, ben, pour ceux qui ne connaissent pas Hosanna, là, c'est une pièce de théâtre qui tourne autour d'une soirée catastrophique pour ce travesti-là. Mais c'est quand même Hosanna, c'est le nom de son personnage. Parce que dans la vraie vie, il s'appelle Claude Lemieux. Tu sais. Fait qu'eux, ils ont eu ce flash-là, mais ils savaient très bien qu'il fallait que ce soit un homme qui joue. C'était pas un travesti, là. Celui qui va jouer la Hosanna jeune, oui, il joue déguisé. Parce que dans la pièce, elle est carrément déguisée tout le long. À un moment donné, elle se déshabille vers la fin, mais elle enlève son costume, c'est tout. Mais les garçons, maquillage. Mais moi, je suis pas maquillé, je suis pas costumé. Je pense que j'aurais jamais été aussi drape de toute ma vie. J'ai une robe de chambre, une camisole puis un pyjama. Parce que tu joues un gars qui va pas bien. J'ai un gars qui va pas bien, qui est assis sur son balcon toute la journée, qui fume des cigarettes puis qui boit de l'alcool. C'est très loin de mon univers. Non, mais c'est trash. C'est trash un peu. Puis en plus, c'est quelqu'un qui fait un retour sur sa vie parce qu'il est interviewé par un journaliste de Fugue, un petit jeune qui veut savoir c'était quoi ces années-là. Puis il vient pas pour l'interviewer pour ça. La soirée catastrophe. Mais le vieux, Hosanna, il pense ça au début. Il n'est pas trop sûr de ce qui se passe. Puis il est un peu plus introverti que son personnage. Il a gardé beaucoup d'aigreur et d'amertume envers cette époque-là, envers cet événement-là qui est arrivé. Puis, tu sais, il est assez low profile comparé à la Hosanna de l'époque. Il y a quand même des parallèles entre Mado et toi. Mado est très extroverti. T'es un garçon assez réservé, là. Ouais, mais je suis pas malheureux comme là. Non, je le sais. Mais tu comprends ce que je veux dire par rapport à j'ai pas d'amertume puis d'aigreur. Mais c'est sûr que, comme je disais, ce matin, c'est drôle parce que je disais, ça aurait pu être moi. Okay. Ça aurait pu être ma vie si j'avais arrêté après 4-5 ans de succès de Mado. Peut-être qu'aujourd'hui, je regarderais ça et je dirais, hey, 30 ans plus tard, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Parce que lui, il réalise que 50 ans plus tard, il n'a rien fait après cette soirée-là. Si tu n'avais pas eu j'ai pas le mot pour le mettre, le nanana de te prendre en main, de t'autoproduire et d'avoir ton propre cabaret. La discipline. Qui aura changé ta vie, là. C'est une discipline que j'ai pris, que j'ai eu, je me suis imposé à un moment donné parce que après le bingo à Mado au Spectrum, au Capitole à Québec, tournée québécoise, puis tout ça, j'ai fait beaucoup d'émissions de télé, puis je sentais qu'il y avait comme une espèce de demande. Ouais. Je me disais, est-ce que je veux continuer à faire ça longtemps? Si la réponse est oui, il faut que je me prenne au sérieux. Il faut que j'arrête de faire le party, puis il faut que j'arrête de dire « je vais me préparer la veille parce que je suis capable, je suis bon en impro. » Tu sais, le bingo au Spectrum, j'essayais de le préparer le plus possible, mais il fallait que je garde une espèce de spontanéité. Sans l'impro, c'est pas aussi drôle. Clair. Mais je réalise aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu... si j'avais encore écrit plus de textes, peut-être ça aurait été encore plus hot. Mais c'est déjà très, très bon. Le monde... Il n'y a pas eu de critique en ce sens qui disait « Mon Dieu, c'est n'importe quoi. » Puis par moment, ça pouvait être n'importe quoi, mais ça va donner n'importe quoi qui est arrangé, tu sais, parce que ça l'était, en fait. On répétait des jokes, puis moi, j'avais des victimes dans la salle, puis c'était pas nécessairement la même personne, mais c'était un peu le même concept, tu sais. Oh ouais. Fait que là, donc, des années plus tard, tu utilises ton diplôme, tu étudies pour être comédien. Fait que là, tu as une vraie gig en tant que Luc. Là, on est à quelques jours là, d'être sur le scène. Tu me disais, quand on cherchait pour se rencontrer, tu disais, je passe mon temps, je chante Montréal puis Québec. Là, tu vois, j'arrivais de Québec hier, je repars lundi, je reviens vendredi, puis je repars le lundi d'après pour de bon. Quand je pense qu'au mois de septembre, octobre, milieu octobre au complet. Tu sais, on fait tout ça. Il y a des moments où on fait comme se détacher de notre corps, puis on se regarde. Là, tu sais. Quand tu te regardes en train de soit de te pratiquer, de faire une italienne, d'être avec le monde, qu'est-ce que tu te dis en te regardant vivre l'expérience que tu vis là? Si je me vois pas la face, ça va bien. Parce qu'ils ont filmé des répétitions, puis j'aime pas me voir. J'ai jamais aimé me voir. J'aime pas me voir en ado, j'aime pas me voir performer. OK. Ça m'intéresse pas de me voir. Dans Mado, il y a des photos partout. Puis... Oui, mais je n'ai pas chez nous. Ah. Tu rentres chez nous, tu sais pas que c'est Mado. Okay. Parce que c'est mon travail, c'est mon personnage, je l'aime beaucoup, mais tu sais, elle a sa loge, puis là, tout est dans sa loge. Ça, c'est cool, tu sais. Là, je la vois 24 heures sur 24 si je veux, Mado. Si je rentre dans ma loge, elle est là, elle est très présente.
Puis elle a son cabaret, puis tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, quand je regarde du haut du ciel, puis je vois ce que je suis en train de faire en ce moment, j'ai un peu le vertige, parce que c'est comme... Je sens qu'on s'attend beaucoup de moi. As-tu l'impression que tu n'es jamais monté sur scène, alors que tu auras passé ta vie sur scène? J'ai l'impression que j'ai... Oui, presque ça, parce qu'il y a une nouvelle nervosité que j'avais pas, que j'ai toujours quand je fais un spectacle. J'ai un stress, j'ai du trac, ça va toujours être là. Mais là, il y a une autre nervosité d'une scène, une scène de théâtre. J'ai fait plein de scènes, tu sais, j'ai fait des grands théâtres qui n'étaient pas des théâtres. Là, je m'en vais au Grand Théâtre de Québec. Ça s'appelle le Grand Théâtre. Ouais. Je m'en vais pas au Spectrum, au Capitole, jouer une pièce de théâtre au Capitole. Comprends. C'est comme si j'allais chez Duceppe ou au Théâtre d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai dans le vrai. C'est un Là. vrai théâtre, donc c'est pas genre un show de drag queen dans un théâtre. Puis c'est du fucking Tremblay. Et c'est mon rêve depuis ma plus tendre enfance de jouer du Tremblay. Comme tu disais tantôt, je connais Michel, oui, parce qu'on s'est rencontrés une couple de fois, puis j'ai été invité à faire une petite performance à ses 75 ans, puis bon, etc. Puis là, à un moment donné, j'avais dit, je l'achalais ça. Mais Michel, faut que tu m'écrives un rôle. Michel, faut que tu m'écrives un rôle. Ah oui, ben oui. Ah, tu demandais. Il n'est pas là-dedans, tu sais, il écrit des romans, il écrit pas des pièces de théâtre. Je dis, écris-moi quelque chose, Michel, je veux te jouer. Ben, il dit, joue aux Anna, joue une belle sœur, joue. Non, il dit, j'en ai plein des rôles pour toi. Il m'a envoyé promener quasiment. Fait que là, à un moment donné, dans son dernier livre, il parle de Mado, puis du cabaret Mado. Fait que là, j'étais tellement touché. Parce que, tu sais, à un moment donné, au début du livre, le personnage de Claude, le vieux, il vient aux Anna, il dit, tu sais, il demande aux journalistes, où c'est que tu m'as trouvé? T'es allé sur la Maine, au cabaret Mado? Puis après ça, à un moment donné, plus tard, à la fin du livre, il dit, le journaliste, vous aimez vraiment pas les drag queens, hein? Fait qu'il dit, ben là, c'est là qu'il dit, non, les drag queens, ils se prennent trop au sérieux, c'est pas des vrais... Nous autres, on était des travestis, on se prenait pas au sérieux, puis on faisait ça pour le fun, puis on se prenait pas pour des vedettes. Puis là, il dit, à part telle personne, puis Mado Lamotte, j'en aime pas. Fait qu'une deuxième fois, il parle de Mado. Puis à la toute fin, je pense qu'il renomme le cabaret Mado. Fait que là, j'ai dit, bon, je l'ai eu mon hommage de Michel Tremblay. Hey, mais tu sais, il y a des validations dans la vie qu'on n'attend pas, mais tu sais, là, qui font du... Ça fait c'est quelque cool. Chose. Puis là, surtout que on me demande... Moi, j'ai lu le livre, puis je me dis, hey, ça ferait-tu un beau film, une pièce de théâtre? Faudrait qu'il monte ça. Je le jouerais, moi, ce rôle-là. Puis là, quelques mois plus tard, après que j'ai fini de lire le livre, on m'appelle pour m'offrir le rôle. Je dis, mais voyons, c'est absurde, là. C'est une joke. Michel vous a appelé me faire un gag. C'est pas mon bien cuit, c'est pas ma fête. C'est fou, hein? C'est cool. Comme tout se retrouve. Tu sais, tu parlais tantôt de 360. Des fois, c'est ça. Tu te fais le tour de la roue, puis tu arrives au bout, puis tu fais, ah, ça marche, tout se raccorde. C'est clair. Ouais. Quand on dit que tu es un précurseur, que tu as ouvert les portes, tu... Je dis oui, peut-être, je sais pas. Mais en fait, je suis conscient que j'ai aidé à l'acceptation de la drag queen, peut-être. J'ai aidé à aussi, peut-être, à ce que les gens comprennent ce que c'est le métier, parce que moi, j'ai été expliqué souvent c'était quoi le métier de drag queen. Assez souvent pour qu'aujourd'hui, je refuse toute forme d'entrevue qui me demande de venir parler de mon métier. OK, ça prend combien d'heures se maquiller? Ça coûte cher les costumes? Qu'est-ce que tes parents pensent de ça? Puis comment tu fais pour te trouver des chums? Tu stockes-tu, tu stockes pas? Puis... Ouais, des questions que tu poserais pas à Guylaine Tremblay. Là, je te demande parce que tu veux savoir c'est quoi sa préparation pour le rôle. Ouais. Ça, c'est ça qu'on me demande, comme tu fais en ce moment, ça passe. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais tanné de m'expliquer. Je disais, pouvez-vous m'inviter pour jouer? Mado, c'est un personnage qui fait des spectacles, qui chante, qui danse, pas, mais qui bouge, qui fait des gags. Fait tout sauf danser. C'est ça. Fait que ça, je disais, invitez-la pour faire une performance dans votre émission de télé où, là, à un moment donné, Denise Filiatro, qui avait des atomes crochets avec mon producteur, François Flamand, qui lui était qui produisait mon bingo, avait besoin d'une drag queen dans son Moi et l'autre. Pour la dernière 3 secondes de la scène finale, c'est le gag de la fin du show. Ben là, j'ai été contacté. Fait que, hey, je suis sur un plateau avec Denise Filiatro, puis Dodo, surtout Dodo. Je m'en vais dans sa loge, je jase avec, puis je tremble comme une petite fille, là, comme sa première fois qu'elle s'en va à son bal définissant. Mais c'est Dominique Michel, là, c'est pas Dominique rien, Michel, là, tu sais, quand même. Tu sais, toi, on t'appelle la reine, là, mais la vraie reine, c'est elle. C'est elle, la reine de tous les temps. Tu sais. Puis là, à un moment donné, elle reçoit peut-être 15 bouquets, parce qu'il y a un public qui vient assister à l'émission, puis elle reçoit 15 bouquets de fleurs. Denise n'en reçoit pas.
Puis je dis, comment ça? Mais parce que Denise est plus froide. Oui. Dodo, c'est Dodo. Tu sais. Oui, Denise, c'est à quelle heure le punch? Pas vrai. Denise, c'est comme le grand talent. Tu sais. Puis Dodo a beaucoup de talent aussi, mais elle est plus sympathique. Ouais. Elle me donne un bouquet de fleurs. Hey, j'ai dit, moi, t'es gâté. T'en veux-tu ça? Je sais plus où les mettre. Fait qu'elle me donne le plus beau, le plus gros. Je dis, la petite madame qui a donné le bouquet, si vous êtes là à l'écoute en ce moment, c'est moi qui ai eu le bouquet. Oh, c'est bon. T'as fait sécher, virer à l'envers, tu l'as gardé. Oui, c'est ça, j'ai gardé longtemps ce bouquet-là. Ça m'étonne même, j'ai pas une fleur dans un cahier qui dit Dominique Michel. Tu sais, tu disais, on t'a demandé souvent d'expliquer la drague. J'ai pas le choix d'aborder la situation qui se passe depuis quelque temps, l'espèce de virage à droite qui est en train de se passer, comment on réagit avec l'heure du compte, comment on réagit avec certains drags, puis toi, t'es de l'autre bord de la clôture. Comment tu regardes ça? Mais j'essaie de pas trop prendre ça à cœur. J'essaie de pas trop en faire de cas parce que je me dis, on est dans... Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas juste les drags en ce moment qui dérangent. Ouais. Tu sais, il y a un phénomène de montée de droite qui est arrivé depuis un petit bout de temps. Là. Ouais, surtout avec la COVID, ça s'est amplifié. Avec la COVID, ça s'est amplifié. Puis avant, dès que Trump est arrivé au pouvoir, ça donnait plein de permissions à du monde qui pensait qu'il n'avait pas le droit de parler. Puis là, tout à coup, c'est vraiment le premier jour où Trump est arrivé puis que les gouvernements de plein de pays ont tourné à droite. Ouais. Puis là, il y a tellement de gouvernements de droite sur la planète que c'était évident que ça arriverait. Puis là, c'est les drag queens, c'est le droit à l'avortement, c'est les trans, c'est les femmes au pouvoir, c'est le droit des femmes en Afghanistan. Il y a tellement de choses qui reviennent que j'essaie de me dire, c'est logique quasiment que les drag queens... Là, bientôt, ça va être les gays. Ça revient. Je ne veux pas faire mon prophète de malheur, mais... Non, mais oui. J'en ai entendu parler récemment. Il y a des... Tu sais, il y a des lois qui se sont votées au Nouveau-Brunswick contre l'identité de genre. Ça prend des permissions de parents pour changer son prénom, puis son pronom. Puis là, il y a des pays qui interdisent ici, puis on n'a pas fini. C'est sûr que c'est décevant de voir qu'on a... Après avoir fait un si grand pas, on recule. Mais je pense qu'au Québec, on est un petit peu plus évolué. Là, j'essaie de penser qu'on est plus évolué parce que déjà, Barbada, comme tu disais, de l'heure du compte, il y a eu des manifestations, ça a pas mal tourné. Il y a eu un peu mais quand même, c'est drôle que le drôle de hasard, en faisant l'installation technique, dans ma petite console, je peux mettre des extraits audio en fonction de... et dans le... Casse pas ma coupe! Ben oui, excusez. Et juste, tu mentionnes Barbada, je l'ai eu la saison dernière. Et il y a un extrait qui traîne encore dans ma console. J'ai envie qu'on l'écoute. C'est un extrait québécois. On va commenter après. Comment ça se traduit en français, une drag queen? Le clown qui se déguise de façon caricaturale en femme. Ça s'appelle comment, ça? C'est pas du travesti, là. Un travesti, c'est un homme qui s'habille et qui se maquille comme une femme. Les drag queens, ce sont des caricatures de femmes. Et là, le clown, dans le défilé du Père Noël à Montréal, va faire la fée des étoiles. Montréal, vous êtes gênant en Simonac. Et pas à peu près. Est-ce qu'il est dans l'intérêt d'un tout petit de 3, 4, 5 ans que la fée des étoiles soit tenue par une caricature hideuse de femme? J'ai aucun problème avec les drag queens. Amusez-vous dans vos bars puis vos endroits. Ça, c'est un psychiatre. Oui, mais ça, c'est ça. Dans vos bars, j'entends ça tout le temps. Retourne dans ton bar. Puis là, t'es propriétaire de bar, justement. Moi, des fois, j'ai des gens qui écrivent. J'aime les drag queens, j'ai pas de problème avec ça, mais touchez pas à nos enfants. On touche pas à vos enfants. Est-ce que c'est arrivé une fois sur la Terre qu'un drag a touché à un enfant? Peut-être, mais il était pas déguisé en drag, peut-être. Ah non, on sait pas. Souvent, c'est souvent des... Quand c'est justement... c'est des sujets tabous, des sujets qui étaient, à l'époque, qui étaient tabous, la drag queen, c'était ça, là. Ou des choses qui dérangent, c'est ça qui provoque des réactions comme cet homme-là. Il sait pas de quoi il parle. On n'est pas des caricatures de femmes. Il n'y a pas une femme qui s'habille comme les drag queens. Les drag queens, c'est des caricatures de personnages. C'est même pas des caricatures. Mais tu reconnais qu'il parlait, là? C'est Doc Mayou, c'est un psychiatre. C'est ça, oui, je sais. Mais écoute, j'étais dans... C'est quand même quelque chose, là. J'étais dans son village. C'est pas un gars en fâché non, sur Facebook, là. C'est un déconnecté de la réalité, de toute façon, tu sais. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens... faut faire attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment provoquer pour provoquer. Ouais. Tu sais, ils vont donner cette opinion-là, mais le lendemain, ils vont donner une opinion sur d'autres choses aussi controversées pour eux. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre Serge Thériault, qui joue un moment dans la petite vie, Stéphane Rousseau, qui faisait Madame Jagger, puis Jean-Michel Anctil, qui faisait Priscilla, et qui, eux, sont hyper socialement acceptés par 112% du monde,
Puis, Mais attends, c'est des hommes hétéros. c'est ça, hein? C'est des hommes hétéros qui jouent ça. Et en plus, ils jouent des femmes. Nous, on ne joue pas des femmes, mais on se fait dire constamment qu'on parodie la femme, mais eux parodiaient des femmes. Priscilla, le personnage de Jean-Michel Anctil, c'est une nounoune. Oui, clairement. Nounoune, cochonne. Madame Jigger, c'est une vieille madame, la voisine drôle de ma tante. Puis, maman, il n'est même pas maquillé. Non! Il n'est même pas maquillé. C'est une vraie parodie. Clairement. C'est du théâtre, c'est un Il dort personnage. debout, puis avec sa dinde. C'est ça. Ça devient absurde, finalement. Mais nous autres, on est quasiment ça. On est un peu des personnages absurdes. Il n'y a rien qui ressemble à la réalité, là. On est dans le domaine de fanfreluche, de la ribouledingue. Clairement. C'est du théâtre qu'on fait, c'est de la performance. C'est pas genre... on se moque pas d'une femme, puis tu sais, quand j'ai entendu que Barbada faisait la fée des étoiles, j'ai fait « Wow! » J'ai dit, premièrement, une princesse, là, c'est pas nécessairement une princesse de Disney, ça existe même pas. C'est un personnage de bande dessinée. Les sirènes non plus. C'est ça, les sirènes non plus. Fait que, tu sais, une fée des étoiles, ça n'existe pas, c'est un personnage. Oui, C'est pas une vraie femme, là, c'est juste un personnage féminin. absolument. Mais tu sais, ça a choqué parce que c'est un gars, probablement parce qu'il est noir aussi, je sais pas, tu sais. Ils vont tout mettre dans le même bateau. De ce que je comprends, j'ai pas d'enfant, j'ai pas vécu l'expérience, mais les enfants. quand je vois les commentaires de parents qui ont vécu l'expérience avec leur kid, les enfants capotent bien raide. Un peu comme si, moi, jeune, j'avais rencontré Farfaruche, j'aurais capoté écoute, ma les vie. enfants, Là. premièrement, des fois, ils voient même pas qu'il y a un gars en dessous de ça. Ils s'en fichent-tu comme dans l'an 40? Ils voient un personnage. Ceux qui s'en fichent Y pas... a-tu un monsieur en dessous de Superman? On le sait pas. On le sait pas, puis c'est Superman que t'aimes, c'est pas Clark Kent. Non. Mais quoi que tu peux aimer Ouais, les non, deux. c'est autre chose. Celui qui, le dernier, était cute. Mais non, c'est ça. Puis c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens. Arrêtez de dire qu'on est des parodies de la femme. Arrêtez de dire qu'on est ci, qu'on est ça. On est des personnages. On n'existe pas là, dans la vraie vie. Là. Quand on enlève notre costume, on devient des gars ordinaires. Ouais. Fait que c'est là que tu le vois. Je mets un costume, je fais un personnage. Je suis pas une parodie, je me moque pas de personne. Là. Mais tu sais, il y a des gens, des fois, que tu comprends pas. Surtout un psychologue ou Psychiatre. Voilà. Mais je pense qu'il fait ça pour choquer. Comme clairement. Pas mieux que l'autre, là, Éric Duhem. Mm-hmm. Le gay qui fait semblant qui renie le monde gay. Ouais. Moi, je suis pas gay, je couche avec un homme. Voyons, c'est ça le terme qu'on avait trouvé pour définir un couche avec un homme. Dans le dictionnaire, c'est encore ça. Mais Là. c'est comme Michel Blanc, qui est comme transsexuel, mais qui rejette les drag queens, qui rejette quelques affaires. Voyons, les enfants, là, aidez-nous un peu, aidez-vous un peu aussi, tu sais. Oui, clairement. Clairement. On ferme cette parenthèse-là. Ta mère, 97 ans, c'est pas rien. Oui, Puis tu disais que ce que tu as d'elle, en te googlant ce que j'ai vu, là, ce que tu as ramassé d'elle, c'est ton côté épicurien, extraverti. Non, Fait elle est pas extravertie, qu'il y a du maman dans ma dos. Le côté... Non, ma mère est pas extravertie. OK. Mais elle est, comment je te dirais, elle est tellement sociable. Elle vient d'emménager dans une résidence. Ça fait 1 an. À 96 ans, elle est rentrée à la résidence. Ouais, avec mon frère, qui a 65 ans quasiment, puis qui vit avec. Puis ça me rassure beaucoup de savoir qu'elle n'est pas toute seule. Et là, ça a pas pris 1 an. Il y a 100 personnes et plus qui vivent dans la résidence. C'est la madame la plus connue de la résidence. Tout le monde l'adore. Ah, t'es le fils Amado. Puis là, tout le monde sait que c'est la mère Amado. Ah, ben c'est sûr. Là. Tellement qu'il y a 2 semaines, ils ont organisé une sortie de la résidence au Cabaret Mado. Il était 25, madame. Un petit boss jaune devant la caméra. Ouais. Oh, wow! Puis ma mère était là, assise en avant, dans la grosse musique. Puis j'ai dit, puis t'as aimé ta soirée? Elle dit, elle est venue au moins 4-5 fois au Cabaret Mado. Puis elle me dit, comme toujours, je passe une très belle soirée. Mais elle dit, c'était un petit peu fort, la musique. J'ai dit, maman, t'étais assis à côté, en dessous de 2 speakers. Là. C'est sûr que c'était fort. Wow! Puis t'arrives chez elle, puis ça va-tu? Ah, j'ai mal dormi, je suis fatiguée. Elle dit ça avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis elle dit, mais je suis tellement contente de te voir. Viens me voir plus souvent. J'aime ça quand tu viens me voir. Puis j'ai les larmes aux yeux quand je ressors de là. Je veux pas la laisser. Je l'aime d'un amour infini. Tu sais, des fois, tu te dis, c'est cliché de dire qu'on aime nos parents. Bon. Ouais. Mais ma mère, c'est comme une inspiration. Je pense qu'un jour, pas un jour, souvent quand ça va pas bien, je me dis, pense à ta mère. Qu'est-ce qu'elle ferait ma mère? Et je fais, ça va bien aller. OK. Fait que tu te mets une maman virtuelle dans la tête, puis ça t'aide à prendre des décisions. Ouais, mais ça m'aide à alléger des fois les réactions. Des fois, pourquoi je me fâche pour rien? Là? Ma mère, elle dirait, c'est pas grave, il va en avoir d'autres. Puis on est toujours un savoureux mélange de notre père puis notre mère. T'as ramassé quoi de ton père? Le côté comique. Ah oui? Mon OK. père, c'était un clown. Il faisait des jokes sans arrêt. Il me gênait devant mes amis quand j'étais jeune.
Parce qu'il arrêtait pas de C'est vrai dire- qu'un parent qui est drôle, c'est gênant. Ben, c'est parce qu'il arrêtait pas de rire de moi devant mes amis, de dire mes travers devant mes amis, Uh-huh. tu sais, surtout les amis de filles. Puis c'était mon père, genre, tu sais, quand j'étais jeune, je sortais beaucoup, puis je me levais tard, j'habitais encore chez mes parents jusqu'à 23 ans, puis mettons, il est midi, puis midi et demi, il revenait de travailler parce qu'il était facteur. Il se levait à 4 heures, il travaillait à 5 heures, puis il revenait vers midi, 1 heure. Puis si j'étais encore couché, il ouvrait la porte de ma chambre, puis petit gars, ah papa, laisse-moi dormir. Petit gars, Pauline, ton fils est bougonne. Petit gars, papa, il niaisait. Juste ça, c'est très Michel Tremblay, là, Écoute, petit gars. oui, puis il y avait un parler très Michel Tremblay de l'Est, parce qu'il y avait des expressions, des fois, quand j'en dis aujourd'hui, mes amis disent, c'est quoi cette expression-là? C'est Mon mon père. père. Génial. Oui, il était vraiment extraordinaire. J'ai aimé beaucoup mon père. Puis j'ai été beaucoup jeune avec mon père. Tu sais, ma mère, on dit souvent que le jeune garçon, il s'accroche aux jupes de sa mère, mais j'étais accroché aux 2 jupes, mettons. Mon père, c'était un tendre. Il pleurait tout le temps. Il pleurait de bonheur. Tu donnais une chaîne à Noël, il pleurait. Je me rappellerai toujours quand on lui a donné un tournevis électrique. Ah mon Dieu, mon tournevis que j'ai demandé. Je dis, oh papa, c'est un tournevis. Eh oui, mais je le voulais. Puis c'est sûr que tu l'aurais. Tu nous as sorti la page du Canadien Tire, je veux ça. Puis après ça, tu lui donnes une boîte de chocolat Launay, il part à broyer. Oh, mon chocolat. Il aimait tout, lui aussi. Hey, mais t'as un roman dans les mains, là. Mais j'ai eu 2 parents magnifiques qui étaient pas pareils, mais qui étaient d'une douceur infinie. J'ai tellement eu une belle enfance facile avec eux autres, là. Tu sais, mon père, j'allais voir les films avec mon père. Ma mère, à la maison, elle s'occupait de la maison. J'ai vu Mary Poppins avec mon père, puis j'ai vu La Flûte enchantée, la version allemande, sous-titrée des années 70. Si tu vois cette version-là, tu vas comprendre que c'était fucké. Puis mon père était avec moi dans le sac, on va voir ça. Puis après ça, il m'amenait toujours comme le cadeau à Crêperie Bretonne. Oh oh! La Manger grosse une sortie. La grosse sortie. La grosse sortie. Comme personnage et comme, donc, humain derrière, toute fois que je t'ai vu sur scène, souvent, j'ai senti chez toi un gros désir de faire de l'humour politique, de faire de l'humour de l'actualité. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui lit ses 3 journaux par jour, puis qui écoute ses 12 bulletins de nouvelles. Ouais. Tu as fait tantôt une situation du monde, tu sais, là, hyper éclairée, tu es très renseigné. Ça te tenterait pas de un moment donné, dans l'explosion des cylindres dans lesquels tu te déploies, j'ai l'impression que tu as envie de dire bien des affaires. Ben, j'ai envie, mais je pense que j'ai de moins en moins envie parce que maintenant, quand on parle, tout ce qu'on dit est déformé, tout ce qu'on dit est analysé. On paye cher, hein? Oui, puis même à ça, le public, j'ai fait beaucoup de jokes politiques dans les débuts de Mado. Ouais. Puis là, j'en fais presque plus parce que ça marche pas. Je fais une joke politique, ça rit pas. Nana, ma co-animatrice, fait une joke de cul, c'est le délire. Ouais, les gens n'écoutent plus les nouvelles, ils sont pas au courant. Moi, j'écoute plus les nouvelles. Je lis mes journaux tous les matins. Je regarde les nouvelles internationales. Je m'intéresse à toutes. Je vais lire les nouvelles du sport, même si je suis pas sportif. Je veux savoir est-ce que Raphaël Nadal va revenir. Tu sais, moi, je suis fan fini du tennis, pas pour le sport, pour les cuisses, pour les fesses. C'est juste des photos, mais ça en C'est mute. ça. Là. Non, mais en même temps, tu sais, il y a tout. Je suis intéressé par tout. J'aime savoir ce qui se passe ailleurs. Puis j'ai fait des spectacles en France, fait que je voulais savoir. Quand je suis arrivé là-bas, je voulais savoir de quoi je parlais. J'ai fait des spectacles en Belgique, en Suisse, fait que quand j'arrivais là-bas, je connaissais mon sujet, puis les gens étaient impressionnés, puisque là, je les faisais rire avec des choses qu'ils connaissent. Si j'arrive en France, en Suisse, en Belgique, avec des jokes du Québec, ben ceux qui sont venus au Québec vont savoir de quoi je parle, mais les autres, je connais pas elle, puis c'est cette manie-là, un dépanneur, c'est quoi un dépanneur, puis tu sais. Alors que quand tu arrives là-bas puis tu changes ta chanson, parce que moi, je change les paroles des chansons, puis là, à un moment donné, formidable, ben là, tu sais, rendu, il faut que la joke que tu fais sur les Suisses, ben là, rendu en Belgique, tu fais la joke sur les Belges, rendu en France, tu sais, fait que je me suis adapté comme ça pour tous les genres de public. Et j'ai pas le choix d'être informé de tout ça parce que justement, si je veux être à la fine pointe de l'actualité, ben ça m'intéresse aussi. C'est pas quelque chose, tu sais, comme tu disais, t'as l'impression que je veux tout savoir, mais oui, c'est ça, mais en même temps, c'est sûr que si je passe une semaine dans le sud, puis je lirai pas la presse parce que j'ai pas d'internet, je meurs pas là. Je suis pas très internet, je te dirais. Je suis capable de passer 4-5 jours sans regarder mes Facebook puis les affaires de même. Je me tanne vite. Avant, je passais une demi-heure à regarder tout le fil d'actualité de Facebook. À cette heure, 3-4 images. Ah, je suis tanné. J'arrête sur une image de chat toujours. Là, il y a toujours des reels, des memes, je sais pas trop. Là. Mais tu disais que tu es en France, clairement, tu as dû marquer quelques personnes. En juin, j'étais à Paris. No joke, le serveur
remarque qu'on a un accent québécois et nous dit « Est-ce que vous connaissez Mado ou vous connaissez Mado Lamotte? » Tu sais, pas que c'est Mado. Pas Louis-José Hood. Non, Mado. Pareil. T'étais dans un bar gay. Ah ben, on n'était pas très loin. On était dans un restaurant dans le Marais. Dans le Marais, on était dans un restaurant dans le Marais. Pas très loin de la salle ou de la soile où tu t'es... Je serais curieux de savoir si ça serait pas... C'était un serveur. Un grand serveur mince, au... voyons, comment ça s'appelle? à côté des Foufounes. Chauve. Oui, c'est lui. Il te faisait dire bonjour. Ben, c'est ça. Puis il a fait la même chose avec un autre ami qui est allé. Puis lui s'appelait... C'est pas les libraires. Comment s'appelle le restaurant? Hein? Les philosophes. Mais lui, il faisait de la drague. Je l'ai connu pendant qu'il faisait de la drague au Banana Café. OK. Il s'appelait, je pense, la chose, quelque chose comme ça. Beau nom. Mais il avait l'air d'une chose. Okay. Il était hilarant, trop grand, trop mince. Tout disproportionné, là, c'est un corps bizarre, ça fitait au bout en drague. Je trouve ça drôle d'être à Paris et quelqu'un qui reconnaît ton accent qui dit « Est-ce que tu connais? » Puis là, c'est bon, quel nom il va me sortir? Puis là, il fait comme « Tu connais Mado Lamotte? » Ah, pardon, toi. Ben, oui, ça donne, je le connais pas, là, mais je sais c'est qui. J'ai fait des shows pendant 20 ans au Tango à Paris, qui est dans le Marais, qui est pas très loin de là d'ailleurs. Et t'allais roaster les Français en France? J'allais roaster les Français, puis je les manquais pas. Puis ça marchait, puis ils aimaient ça, puis il y avait un humour, là, mais pas comme je te dis, c'est parce que je savais de quoi je parlais. Je me moquais pas des Français comme je me moquais de n'importe quel être humain. Je me moquais des Français avec leurs travers, leurs expressions, en incluant nos expressions, des comparaisons entre le Québec et la France, entre les accents, puis tous les villages français que j'ai visités, puis des noms atroces de villages qui font rire, que je me disais, comment vous pouvez appeler un endroit la queue en brie? Voyons donc. Qui c'est qui a pensé à dire, on va baptiser ce village-là la queue en brie? C'est vrai, là. C'est vrai. Puis il y a un autre village qui s'appelle Sexe pourri. S-A-I. Et que ça, mais quand même, Sexe pourri. Qui c'est qui a dit, hey, moi, je vais appeler le village Sexe pourri? Mm-hmm. Pourquoi pas la touffe? Écoute, il y a même un village qui s'appelle Anus. Ben oui. Mais il prononce Anu, je pense. Ben oui. A-N-U-S. On est les de l'E-S. Fait que là, eux autres, ça les fait très rire parce qu'ils savent de quoi je parle. Puis, tu sais, en même temps, ben là, je fais des comparaisons avec le Québec. Puis ça marche à chaque coup, là, tu sais. C'est parce que il y a beaucoup de performeurs dans ton univers qui font beaucoup de lip-sync, ils font des tunes très un peu drag race comme carrière. C'est parfait, là, ça existe. Puis il y a clairement un besoin, parce que le monde aime ça. Mais toi, t'aimes monter des shows. Tu disais, tu allais en France, tu faisais ce show-là. De ce que j'ai vu en stockant tes internets, ce spectacle-là, mais version au Québec, tu le fais encore une fois par année, où tu fais Maudit Français. Ça s'appelle Mado Biche la France. Et puis, juste avec le plateau Mont-Royal, t'es correct? Écoute, je remplis full. C'est toujours plein. À chaque fois, je me dis, ils viendront plus, mais c'est pas toujours le même. C'est jamais le même spectacle parce que d'année en année, je garde 5-6 chansons, des classiques que tout le monde aime. Il y a plein de nouveaux Français qui débarquent. La salle est pleine de Français. Là. C'est comme leur party. C'est leur 14 juillet, eux autres. C'est leur roast, là. Je le fais dans le coin du 14 juillet toujours. Okay. C'est pour l'anniversaire des Français. Puis c'est leur roast, puis c'est comme... Je prends des tunes que tout le monde... Des chansons françaises que tout le monde connaît, puis je change les paroles, évidemment. Puis ça, là, ça marche. Puis j'ai des monologues, évidemment, bien sûr, sur tout ça, sur la France en général, sur les Français, sur les hommes français, sur la bouffe française, sur les expressions, comme je disais tantôt. C'est vraiment un gros show. Ça, c'est mon genre de show que j'aime faire. Puis, autre show que t'aimes faire, t'aimes chanter. Ouais. T'as commis 2 albums dans ta vie. Un single puis un album. D'accord, mais c'est plus que le 3/4 du monde. Ouais. On s'entend là-dessus. Puis, régulièrement, tu fais des shows de chant. Où genre Mado chante à bas, Mado chante Dalida. Ouais. Puis là, on est complètement ailleurs. Là. C'est pianiste, tabouret. C'est vraiment pianiste, c'est piano, voix. C'est à la Barbra Streisand là, comme show. Ouais. En fait, les Français disent que c'est comme du chansonnier. Mon producteur à Paris dit c'est génial ce que tu fais, c'est comme des chansonniers chez nous. Ils racontent des histoires, ils chantent leurs chansons. Je dis oui, c'est vrai, je raconte des histoires à travers mes chansons, puis des fois, la chanson est le résultat de mon histoire. Je raconte l'histoire, je dis tiens, je vais vous la chanter, mon histoire. C'est comme quand je chante Cette année-là de Claude François, je raconte la vie d'un peu de Mado. Tu sais, cette année-là, j'ai chanté pour la première fois, j'écoutais Dalida à la radio pendant que sur la scène, on jouait Madonna, puis tu sais, bon, je l'adapte à mon actualité à moi, puis qui est aussi l'actualité de beaucoup de gens, des gens qui ont fréquenté des bars ou pas nécessairement des bars, là, tu sais. Les gens qui étaient là dans les années 80, quand ça c'était la mode, par exemple, tu sais. Je me sers beaucoup de mes connaissances sur l'actualité en général, mes connaissances générales pour travailler mes chansons.
Puis des fois, carrément, je prends un sujet d'actualité, puis je fais la chanson une fois, puis je ne la refais plus jamais. Comme quand la dernière fois, j'étais allé pour les Gilets jaunes à Paris. J'ai dit, il faut que je fasse une chanson sur les Gilets jaunes. J'ai pris la chanson de Jeanne Masse en rouge et noir. Ah. C'est devenu les Gilets jaunes affichent leur couleur. Puis là, je suis parti avec toute une histoire sur la politique, puis je parlais de Macron, puis il ne veut pas céder. Puis j'avais tout lu sur les Gilets jaunes assez pour savoir c'était quoi le mouvement. Ça faisait longtemps qu'ils manifestaient. Pourquoi ils manifestaient? Parce que si tu fais une chanson comme ça, engagée, puis tu connais pas, tu fais des jokes un peu pour faire des jokes, ça peut marcher, mais tu sais, à un moment donné, rendu à la troisième chanson, on fait, ben là, c'est le même concept tout le long. Elle fait des jokes de cul sur une chanson connue. Je me demande à mes invités de faire leur profil. C'est un profil Nova. Ben oui, c'est tough parce que tu te fais poser 3 fois la même question, des choix déchirants. Préfères-tu des amis ou de l'argent? T'as envie de dire les deux, tu peux pas. C'est surtout quand ils nous demandent est-ce que t'es ci, est-ce que t'es ça, je dis, ben, dans les 4 choix, je suis quasiment prétentieux de dire que je suis comme ça, puis je suis pas non plus il n'y avait pas de positif, négatif. Des fois, j'y allais au hasard quasiment. Ben, c'est la seule façon de répondre, parce qu'il faut répondre de façon spontanée, puis ça donne tout le temps des résultats qui sont pas mal ça coche. Ce que j'aime de Nova réussit à ressortir les motivations. Qu'est-ce qui fait carburer le monde? Puis si je me fie aux réponses que tu as données, ta motivation la plus grande serait l'esthétisme. Puis l'esthétisme, c'est selon Nova, c'est pas juste la beauté des choses. Oui, c'est les belles affaires. T'aimes quand c'est beau. T'es capable de regarder un objet et dire « Ouais, c'est vraiment beau, cette affaire-là. » La difficulté d'être entouré de lettres. Puis... J'ai pas d'amis laits. Je parle pas nécessairement de monde. Tu disais le matin, tu te lèves, tu sais, ce gilet-là, il est beau. Non, tu vas préférer ce gilet-là. Je suis encore là-dedans, ça c'est ça, je m'en rends compte. J'ai beau dire non, c'est pas vrai. Puis là, maintenant que tu m'en parles, chez nous, tout est bien placé le plus possible. Puis j'aime harmoniser les couleurs. Je fais de la peinture maintenant. Puis on me dit toujours, t'es pas bon, mais tu sais harmoniser les couleurs. Non, mais c'est ça, c'est que t'as une recherche d'esthétisme. Moi, j'ai l'esthétisme aussi super élevé, puis j'ai un tas de couteaux, il faut que ce soit pareil. Puis je dis, moi, s'il y a une tasse dépareillée ici, là, c'est sûr qu'elle se ramasse aux poubelles dans 2 minutes. Là. Je la pogne, puis je la sors de ma vie. Moi, là. c'est le contraire. Il n'y a pas une tasse pareille. OK, mais ton esthétisme est là. Oui. Fait que si t'en aurais 2 pareilles, t'en jetterais une. Quasiment. En fait, je la donnerais. Parce que... Oui, j'étais un peu... En fait, j'aime ça. Tu sais, je vais aller chez Brocantal, à l'Handicap, tout à coup, je trouve une vieille assiette, puis Gogo des années 60, il y en a juste une. Pas grave, j'apprends. Après ça, j'ai une série d'assiettes, là, j'ai une 50aine d'assiettes que j'y ramasse un peu partout quand je voyage. Puis l'autre section, c'est des assiettes en plastique de Disney, de bande dessinée que quand j'étais jeune, écoute, j'en ai 50, 60, ça aussi, que ce soit des barbes à papa, mini-fées. Quand je trouve ça, je capote, là. Mes amis me disent, t'as bien trop de vaisselle. Je collectionne, mettons. Oui, c'est ça. Il y en a qui c'est des pins, puis tout, c'est ça. Et l'esthétisme, c'est également aussi le désir d'être beau en dedans. Croissance personnelle, travailler sur soi, vouloir que les autres soient bien, vouloir que les autres... Fait que tu travailles fort sur ton monde intérieur. Je sais pas, mais je suis toujours... je pense que pour ma personne, oui, je travaille fort sur mon esthétisme personnel, mais... Je veux plaire, c'est ça, je veux plaire. Je veux faire plaisir, puis je veux que les gens soient heureux quand je les reçois. Tu sais, je reçois à souper tous les dimanches, puis si j'ai mes 3-4 mêmes amis, je reçois le dimanche, puis à un moment donné, ils veulent m'inviter. Je dis non, j'ai préparé un nouveau potage cette semaine. Puis je veux le laisser. Puis là, tu fais une belle table, il n'est pas pareil cette semaine-là. C'est ça. J'ai toujours ma petite table cute, mes petits napperons, puis là, j'essaie. C'est l'esthétisme, ça. Des fois, je dis, c'est 4 fois que je prends ces napperons-là, faut que j'en achète d'autres, là, oui, c'est sûr. Après 4 fois, hein, c'est hâte. Caroline. Là, à un moment donné, je me suis calmé. Je dis, non, t'as plus de place, t'as plus de tiroir pour mettre tout ce que t'as. J'ai un loft, fait qu'il n'y a pas tant de rangement dans un loft. Non. Quand t'as 4 appartements, ben chaque appartement a des garde-robes, tu peux mettre des bureaux à tiroir dans chaque appartement, mais tu mets pas 4 bureaux à tiroir dans un loft. Ça fait bizarre un peu. Clairement. Puis l'autre motivation, c'est le cognitif. Aimer apprendre, aimer comprendre, être basé sur des faits, vérifier avant de dire quelque chose. C'est vrai, c'est pas vrai, je l'ai lu. Un manuel d'instruction, je vais le lire. T'es pas le genre à partir un meuble Ikea dans le vide. Là. On va prendre le meilleur, on va suivre les pages. Puis... Moi, je suis assez organisé, ça, malgré tout. C'est sûr que, comme tu dis, le manuel Ikea, j'achète pas beaucoup d'Ikea, mais c'est drôle, je le monte tout seul. Okay. J'ai acheté un lit à un moment donné, puis un barbecue. J'ai monté un barbecue tout seul. C'est comme, voyons, comment il t'a resté des morceaux, c'est sûr. Non!
Il reste toujours des morceaux quand on monte un barbecue. Non, il m'est peut-être resté un petit morceau que je savais pas c'était quoi, puis on m'a dit, c'est pour ceux qui... C'est pour nettoyer les tuyaux, je sais pas trop. Mais tu sais, en même temps, c'est sûr que j'aime apprendre, je suis toujours curieux. Tu sais, il y en a qui disent, l'école, j'haïs ça, moi. Moi, j'ai adoré l'école. J'aime encore qu'on me surprenne, puis je suis curieux de nature, de toute façon. Fait que, tu sais, si tu me dis, t'apprendrais-tu une nouvelle langue? Je dis oui. Tu vois, j'ai essayé c'est le temps qui me manque en ce moment. J'ai débarqué avec mes livres d'italien, parce que je parle espagnol, anglais, français. Espagnol, mettons, je le parle à moitié, là, je suis capable de tenir une conversation, mais l'italien, je le comprends, mais je le parle pas. Je me trompe toujours, je parle en espagnol avec des Italiens, tu sais, puis j'ai un café italien pas loin de chez nous, puis je dis toujours « Ciao, come stai? » Puis après ça, je sais plus quoi dire, tu sais, puis je demande quelque chose, puis je le demande en espagnol. J'ai dit gracias au Japon, moi. Un coup, je m'en vais, puis je dis « Arrivederci » ou en Chine, tu sais. Mais non, mais c'est comme ça, moi aussi. Mais je veux, c'est dans mes projets futurs, je veux apprendre l'italien. Je me suis mis à peindre. Quand j'étais jeune, ça, c'est la pandémie qui a fait ça. Quand j'étais jeune, je peignais, je dessinais beaucoup. Puis à un moment donné, bang, j'ai arrêté, puis je dessine maintenant, je peins comme quand j'ai arrêté à 10 ans. Parce qu'il me reste 40 ans. Il me reste 40 ans à rattraper, tu sais. Fait que peut-être dans une couple d'années, là, je vais peut-être avoir rattrapé, puis je vais devenir bon. Mais j'ai fait une expo. Ouais, ça, je l'ai dit, on peut-tu voir ça? C'est Mado qui a fait l'expo Mado. OK. Parce que j'ai dit, si je signe Mado, ça va excuser peut-être le genre de dessin. Mais là, ça a marché, les gens trouvaient ça beau, C'est comme un enfant de 10 ans qui peint bien. Ben, ça va bien avec le personnage. Je faisais des animaux drag queen. J'ai fait beaucoup d'animaux drag queen. Puis je leur c'est faisais drôle. une girafe avec des fossiles, que je collais des fossiles. Puis je mettais des boucles d'oreilles au bout des oreilles. Ben, Muriel Millard a eu une grosse carrière. Mado pourrait avoir une carrière de Muriel Millard peintre. faisait des clowns. Ben oui. Gilda faisait des hommes nus. Fait que moi, je fais des animaux drag queen. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire des personnages de bande dessinée en drag queen. J'ai fait Tintin en drag queen. J'ai fait Astérix, Obélix et Cléopâtre. J'ai fait Astérix... Minifée en drag king. Non, finalement, Minifée, je l'ai fait sur son balai avec sa famille au complet sur le balai. Là. Tu sais, des fois, je fais des trucs pour enfants que je garde intacts. J'ai fait Candy en Dominatrix. J'ai mis une brassière puis des bas filets. Puis... Doc Mayou à Saint-Narville. Oui, c'est ça. J'ai fait la Schtroumpfette en danseuse de French Cancan avec une grosse robe et la patte dans les airs. Tu sais, je m'amuse beaucoup. Je me suis amusé beaucoup pendant la pandémie. Là, comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai comme pris un break. Ouais. À un moment donné, je fais des casse-têtes. Je dis, non, là, c'est un petit peu trop vieux, monsieur. Donc, quand t'es là. rendu à constat, non, là, on J'ai arrêté, mais je sais que je suis capable. Je comprends. Nova permet de savoir aussi les profils de personnalité, les comportements. Clairement, quand je regarde ça, je fais « Et Simonac, il aime pas le trouble, lui, il aime pas les conflits, il aime pas le... » T'as dit ça profond, là. Je savais pas que ça avait donné ça, mais tellement pas que quand j'ai un problème avec une drag queen, avec un employé, j'en parle des fois avec mon associé. Tu peux-tu t'en occuper? J'aime pas ça. J'aime pas ça me fâcher. Non, t'es à 18 de rouge. C'est tellement bas que tu préfères éviter le problème. Tu vas changer de bord de rue si tu vois que ça... Regarde, peux-tu le faire pour moi? Ça me tente pas. J'aime pas me fâcher. J'aime pas les conflits. J'aime pas argumenter parce que je l'ai trop fait jeune puis je veux pas faire de peine à personne. J'aime pas les conflits, justement. C'est comme, tu sais, il arrive tellement d'occasions où des fois... La drag queen m'appelle, là, telle personne a fait ci, a fait ça, faut que tu m'aides. Steve, c'est mon agent gérant de Québec. Peux-tu te faire pour moi? J'ai pas le goût, ça me tente pas, je suis fatigué. J'ai pas cette énergie-là. Puis C'est pas dans ta nature? Non, pas c'est pas dans ma nature. Puis souvent, tu sais, on m'a dit, t'es un bon leader, toi. C'est vrai, Oui, mais leader et directivité, c'est deux choses. C'est ça, je leur disais. Je dis, oui, je suis capable de leader, de monter un show, de diriger un groupe de personnages, puis de dire, on fait ça. Puis je suis capable de donner des ordres. Puis de dire, non, tu vas faire ça comme ça. Puis c'est comme ça qu'on le fait. D'après moi, tu donnes pas d'ordre. Parce que je me fie à ton profil, tu as 100 de jaune. 100 de jaune, là, c'est la communication et le désir de convaincre. Fait que tu vas plus convaincre que c'est une bonne idée. Je donnerai pas d'ordre, mais je vais donner des suggestions. Tu vas m'embarquer dans ton affaire, puis je vais te suivre. C'est une bonne idée, je vais le faire. Luc, je vais le faire. Je vais dire, par exemple, le show qu'on va faire à la gang, je vais commencer avec toi parce que tu fais du Broadway, puis c'est super bon pour commencer, puis tu as un beau numéro. Parce que des fois, ils veulent pas commencer. Ben, tu vas le convaincre que tu mets la moins bonne en premier. Non, c'est pas parce que c'est la moins bonne, parce que, gars, comment je monte mon show, je fais ça, puis dans le milieu, je vais faire un gros numéro de groupe avec des danseurs. Ça va être meilleur grâce à ça. Puis là, ben, ils cachent, puis là, maintenant, ils disent, j'aime ça être la première. C'est ça. Mais tu vas convaincre. J'ai dit, parce que t'es bon vendeur. Tu casses ta glace, puis si tu pognes, tu viens de donner le ton à la soirée. C'est sûr. J'ai dit, grâce à toi, la soirée est bonne, parce que ton numéro était bon. Là, ils sont tous emballés. Mais c'est vrai, je fais pas ça pour bullshiter. Là. Non.
Je le pense vraiment, mais C'est dans ta nature. Ouais. Fait qu'au lieu... Quelqu'un qui a du rouge fort, il va le rentrer dans la gorge. Je vais dire, fais les tabarnak comme ta gueule. Non. Puis quelqu'un qui a le jaune fort, il va convaincre. Non, mais fais-le, ça va être meilleur. Tu vas... C'est non, moi, dans la nature. j'aime autant passer sous le silence s'il y a un problème comme ça qui survient. Tu sais, comme tu disais, je vais me changer de côté. Je vais peut-être même... Souvent, je règle des problèmes en me taisant. Ben oui. J'ai remarqué que ça passait. Parce que je connais du monde qui s'engueule constamment, puis ça se parle plus pendant 2 semaines. Puis moi, il y a une drag queen, mettons, je dis toujours une drag queen parce que c'est ça que je gère à longueur de journée. La plupart de tes employés. La plupart de mes employés. Ben, les serveurs, je m'en occupe pas, mais les drag queens, vu que ça fait partie du spectacle. Puis des fois, il s'est passé quelque chose, puis là, on me dit, faut que j'y parle. Ou elle était bien bitch. Je dis non, je parlerai pas. Parce qu'elle va se demander pourquoi je parle pas, pourquoi je ne l'engage plus. Puis elle va venir me voir d'elle-même, puis elle va s'excuser d'elle-même. Parce que je suis tanné de toujours... J'ai pas envie de toujours... Tu comprends-tu ma tactique? Ouais. Puis c'est une tactique de mère, je trouve. Si j'avais des enfants, à un moment donné, voyons, comment ça ma mère, elle me parle pas? Comment ça elle me chicane pas? J'ai fait quelque chose de gros. Fait que là, tu repenses à tes affaires de ton bar, puis là, tu finis par te rendre compte que tu n'avais pas raison. Tu vas te délater. Fait que là, c'est comme ça. Je veux que la personne qui m'a fait un mauvais coup se rende compte que, tu sais... Je comprends. Au lieu de tout de suite dire pourquoi t'as fait ça, puis ça me tente pas. J'aime pas ça. J'aime ça parce que ces rencontres-là permettent justement de bien comprendre la personne. C'est tous les gens qui te voient de loin depuis des années, voient Mado, pensent que tu es quelqu'un d'exubérant, de grandiloquent, de justement un peu trash, un peu bitch. Ouais. Mais je les ai tout entendus. Ben, tu sais, non, mais je veux dire, Donalda était pas pauvre. Donalda. Non, mais Donalda. Ah, Donalda, non, mais le monde allait porter de la bouffe à Radio-Canada parce qu'elle est pauvre, elle, tu sais. Fait que. C'est une comédienne. Oui, non, je sais bien. On se comprend. 4 petites affaires rapides en vrac en terminant. Tu disais, attends, j'ai un petit chien ici, t'es rentré tantôt, tu sais, je sens le chat. T'as l'air à triper sur tes minounes, si je me fais à tes réseaux sociaux. Oui, mais c'est comme, c'est mes enfants. J'ai pas d'enfants, puis j'aurais voulu donc avoir des enfants. Mais là, je suis content, j'ai une filleule au moins. Ça a pris du temps même. Une filleule dont tu es la parraine. Oui, parraine. C'est bien drôle. Tout de suite, Manon, mon amie, elle a dit à sa fille, elle a dit, ton parrain, il fait de la drag queen. Elle a montré des photos, elle était toute jeune, elle avait 3 ans, 4. Puis là, après ça, elle regardait des photos de Luc, Mado, puis tout de suite, elle disait, Luc, Mado, Luc. Elle était capable de faire la différence, elle jouait, à montrer des photos des deux, puis elle disait, c'est parraine. C'est elle qui l'a sorti, quand elle a vu Mado, elle a dit, Luc, c'est mon parrain, ça, c'est ma parraine. Ah, c'est drôle. Quand elle a vu Mado, fait qu'on a dit, je vais être une parraine, finalement. Wow. C'est très drôle. Puis, c'est tellement une bonne ligne, je t'assure que c'est toi qui l'avais inventé. Non. Mais les enfants, hein? Ben, les enfants sont extraordinaires. Fort. Puis elle me fait jouer au soccer parce qu'elle adore jouer au ballon. Puis elle est rough, la petite maudite. Je vais en Bretagne la voir une fois par année. Là, cette année, j'y vais une 2e fois parce que je m'ennuie trop. Puis j'ai besoin d'un break après tout l'été de fou que j'ai eu, puis le sap, puis la pièce de théâtre, etc., puis le livre, puis ah mon Dieu, ça finit plus. Fait que finalement, je vais retourner, puis je vais aller jouer au soccer, puis je vais revenir plein de bleus. T'as déjà été porte-parole de Yum Yum. Ce serait quoi le prochain produit que tu voudrais représenter? Hey, c'est très drôle, ça. J'ai été porte-parole d'un sac de chips. Quand même. Mais ça a marché. Les gens riaient de moi. J'ai dit, écoutez, Yum Yum a monté de 25% son chiffre d'affaires. Yeah. C'est pas évident de vendre des chips parce que c'était Frito-Lay's, la compagnie que tout le monde achète, les Doritos, ça vient de là. Puis eux autres, c'est une compagnie québécoise qui essaie de s'en sortir. Puis ça a été le fun comme expérience. C'était très drôle. Puis là, je sais pas, je pourrais être porte-parole je sais pas, de dictionnaire. Dictionnaire. Puis, dans des encyclopédies. Non, je sais pas, je me vois pas pour être porte-parole d'un produit. Je veux plus. En fait, de toute façon, moi, j'aimerais être porte-parole d'une théâtre maintenant. Fait que les théâtreux, vous faites pas ça de la vulgaire publicité. Moi, j'aimerais bien être porte-parole d'une compagnie d'avion, comme ça, j'aurais des voyages gratuits à l'année. Oh, c'est vrai. Oui, je voyagerais en première. Un Mado en hôtesse de l'air, ce serait pas pire, par exemple. Là, Air Transat. Tu sais que ça s'est déjà fait pendant la Pride à Disney. Il y avait des vols entre la Nouvelle-Zélande et Sydney, où est-ce que c'était des drag queens qui faisaient le service. Un peu comme dans certains déjeuners, dans les dimanches, il y a des brunchs. Là, puis... T'imagines, t'es sur l'avion, puis t'es une drag queen, puis ils font des shows sur l'avion, ils font des performances. Il paraît que c'est extraordinaire. Puis évidemment, le 3/4 de l'avion est gay. Oui, c'est clair. Ils s'en vont au Gay Pride, ils s'en vont au Mardi Gras de Sydney. Là. Puis, t'aimes manger des gummy bears le matin pour déjeuner? Non. C'est quoi, j'ai vu ça sur Internet. Où c'est que j'ai lu ça? Et où j'ai lu ça? Moi, je pense que c'est le plus dit que lu. Là. En fait, ce qui arrive, c'est que des fois, on me pose tellement de questions similaires ou niaiseuses. Tu réponds des niaiseries. Ou je m'amuse, parce que Mado, elle a le droit d'inventer. Souvent, des fois, les gens me disent, Mado, c'est-tu toi? Non. J'ai dit, il y a une base de Luc dans Mado, oui, quand tu parlais du côté politique, ça venait de mes idées à moi quand Mado se plaignait de quelque chose.
Mais tu sais, souvent, j'en ai rajouté pour choquer, pour déranger, parce que je me disais, faut pas qu'elle soit vraie. Faut pas que ça ait l'air d'une vraie madame, justement. Faut que ça reste au niveau du personnage. Puis toutes les affaires. C'était tellement gros ce que je disais que les gens, ils croyaient pas. Puis quand je passais une vraie affaire, les gens, ils croyaient toujours pas. Ben oui, ça te permettait de passer, Oui, clairement. je peux passer des messages. Ça, ce bout-là, j'ai toujours compris sur tes stages. C'est pas tout le monde qui a J'ai tout compris le ça. temps vu ce bout-là. C'est pas tout le monde qui le comprenait, ce bout-là. Le bout d'aller voter, Trump, le bout de politique, là, ça, c'était, Ah, mais j'ai la pas eu politique. grand joke là-dedans. Là. Non, ça, c'était toujours du vrai. À l'époque, quand j'étais très politisé, j'étais très référendum, j'étais pour le oui, puis un moment donné, on a fait un bingo, la petite vie, puis le soir du référendum. On était en train de regarder la TV pendant qu'on joue au bingo, puis on a les résultats du référendum, puis on était 60% pour le oui, puis c'est le délire dans Sky Pop, puis on joue plus, on regarde, puis là, tout à coup, 60, 58, on est 56, 49. Puis là, il y a un gars qui crie « Yeah! » Il y a un gars dans toute la salle. Je pense que c'est un anglophone. Il est assis devant. Je le regarde. Je t'y fais un speech. Hey, toi, mon maudit. Un peu de respect pour la majorité qui est ici. Si tu veux pas être ici ce soir, si tu veux pas... Va-t'en de mon pays. Là, j'ai fait un long speech, mais tu sais, c'est l'impro, puis l'excitation du moment, puis ça a fini comme... Je n'ai pas insulté, mais ça a fini comme... Il était petit dans ses culottes. Mais ça, Mado fait plus ça maintenant. Elle s'est assagie. En fait, maintenant qu'elle a 29 ans, elle est sage. Mais là, le 39, faut que ça soit réaliste à un moment donné. Mais tu sais, à un moment donné aussi, tu fais attention à ce que tu dis sur scène, parce que j'ai fait des gaffes. J'ai dit des affaires que tu fais. Oups! C'est tentant de lâcher la ligne, hein? Le mot est sorti trop vite, puis tu fais, c'est pas mon ami là, qui est en face de moi, c'est une madame au hasard. Ouais. Parce que des fois, j'ai bitché des amis sur scène, puis ça rit, mais c'est mes amis. Puis là, tu t'oublies que c'est pas ton ami, puis tu fais la même joke, là, la madame, elle a pas trouvé drôle. Mm-hmm. Tu t'excuses, puis tu fais, mon Dieu, que j'ai fait là. Clairement, Fait que de moins en moins, je fais... Si vous avez aimé ce balado-là, en librairie, mi-octobre, la Madographie, Ouais! quand même! C'est là que tu as eu peut-être un dixième de l'histoire de ma vie, de Luc qui raconte son cheminement, comment Mado est née, où elle est née, puis tout ce qu'elle a fait depuis ce jour 1-là jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de mon enfance aussi, parce que mon enfance est très importante pour comprendre ce qui est arrivé après. J'étais un enfant heureux, j'ai eu beaucoup de contacts avec le théâtre, avec la scène. J'étais dans les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Fait que j'ai chanté dans l'opéra de Carmen à 8 ans. J'ai fait de la télévision à 10 ans. Avec tout ça, grâce aux Petits Chanteurs, je faisais de la post-synchro. J'ai fait plein de trucs. J'ai joué Molière très jeune. Fait que déjà, tout le cheminement de l'enfance de Luc jusqu'à aujourd'hui, c'est intéressant. On me dit que c'était très bon. Mais j'ai pas encore lu. C'est les éditions La Presse. C'est ceux qui me diront pas on va publier un mauvais livre. Là. C'est clair. Ils m'ont dit, mais en même temps, on dit, écoute, la correctrice a dit j'ai beaucoup ri. Parce que c'est écrit à 4 mains. Moi, je raconte mon histoire, puis Mado fait des commentaires. C'est ça qui est drôle. Parce que Mado, c'est elle qui est sur la photo de la couverture. Elle tient un cadre, puis dans le cadre, c'est Luc. Oui. Et c'est écrit par Luc. Mais c'est écrit par moi, mais comme Mado va commenté par. Commenté, puis des fois, c'est elle qui raconte l'histoire carrément. Parce qu'à un moment donné, je dis, j'étais à Provincetown avec ma soeur. Elle dit là, back to go. C'est moi qui ça s'est passé. C'est moi qui l'ai vécu, je vais le raconter vraiment. Ah, c'est bon. Là, le langage change. Mm-hmm. L'écriture change, parce que quand Mado écrit, c'est un peu plus slang, c'est un peu plus direct, c'est un peu plus trash. Moi, j'écris beaucoup plus en prose. Ah oui, t'es un grand comédien de théâtre, toi. Voilà. T'étais à l'université. Maintenant, je suis un grand comédien. J'ai fait l'université, j'ai même pas fini. On me dit, c'est ton diplôme? Non, elle vient de l'Est, puis toi, t'es à l'UQAM. En fait, moi, je suis upper plateau. Et les lower Hochelaga. Luc, merci de t'être déposé. Alors, je demande à mes invités, en arrêtant, de dire le nom du balado. Si tu t'en rappelles pas, j'ai un QR code qui est devant toi. Parce que tout le monde, je suis content, on approche le 100e épisode du balado, puis tout le monde que j'ai invité, c'est tout du monde qui, après avoir pris 1 heure et quart à jaser de leur vie, c'est tout du monde qui, j'en suis convaincu, ont envie de faire la pause, puis de dire « Ouais », puis dire le nom du balado. Ça fait longtemps que je le dis, moi. La vie est belle. La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.